Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Cette semaine, place à un épisode, à un concept qu'on a déjà eu l'occasion de vous proposer dans le podcast. C'est un point sur les différentes reconstructions en NBA. Pour ce faire, on a pratiquement la même équipe que la semaine dernière, pratiquement parce que j'ai pris la place du GOAT de la présentation, Adrien, et je suis encore une fois accompagné pas de Greg. Greg, deux questions. Comment tu vas et comment va Jimmy Butler, accessoirement aussi? Écoute, Jimmy Butler va bien. Je l'ai eu au téléphone hier concernant son arrivée prochaine, mais pas à Phoenix. Et moi, je vais plutôt bien aussi. Donc, non, tout roule, tout roule. Et puis pour nous accompagner aussi le demi-finaliste de la NBA Cup, Constant. Du coup, sur le 1 degré d'intérêt qui va de 1 à 10, on se situe où par rapport à la demi-finale OKC-Houston là? 8, mais pas parce que c'est une demi-finale de NBA Cup, juste parce que c'est un match entre le premier et le troisième de la conférence Ouest, il me semble. Comme j'étais pas spécialement hypé par le fait que c'était un match de NBA Cup, mais par le fait que c'était un match entre OKC et Dallas pour les quarts de finale. Donc non, enfin, on va être très honnête. C'est juste pour le bilan de saison régulière que j'ai envie qu'OKC remporte ce match. Mais si ça va en finale, je peux vous dire que j'en ai absolument mais rien à péter. J'en ai rien à faire de la in-season NBA Cup, Fly Emirates, visite Qatar, Trophée des Champions, pitch je sais pas quoi là. Bref, je m'en fous, j'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire. Mais je note quand même qu'il aura fallu que OKC et Houston se qualifient pour la demi-finale d'une coupe qui est absolument inutile pour qu'ils puissent enfin être diffusés en antenne nationale. On est bien d'accord, si je fais une petite aparté. On va être très honnête, hein. C'est un épisode qu'on a eu beaucoup de mal à démarrer, à enregistrer, donc je me permets de faire une petite parenthèse. On est d'accord. Et pour faire un peu le prolongement de la semaine dernière, de la fin du podcast, justement, du point d'Adrien, sur la NBA, on est d'accord que le soufflet a un peu retombé sur cette NBA Cup en deuxième saison. Alors, on est d'accord que Mais ouais, pas les Lakers. pas les Lakers, pas Et les... puis, on va être très honnête, La demi-finale, elle doit se jouer chez le premier ou chez l'équipe qui a le meilleur bilan sur les phases. Ouais, je pense. Garde la finale à Vegas si tu veux. Mais là, en fait, tu passes d'une situation où, en vrai, je vais être honnête, il y a des belles ambiances quand c'est des matchs de NBA Cup dans les salles. C'était déjà le cas l'an dernier, c'est encore le cas cette année. Mais là, du coup, tu vas passer à Vegas où ça va être mort. Les gens, le public va être mort. Surtout qu'il n'y a pas les Lakers de cette année. Et il n'y a pas les Warriors, il n'y a pas les Knicks, il n'y a pas Boston, enfin des équipes qui ont une fanbase, ou en tout cas qui ont des fans un peu partout sur la map des États-Unis et qui pourraient avoir des fans sujets à aller à Vegas. Là, bah non, ça va être mort. Et on rappelle là par exemple qu'on enregistre à quoi 30 minutes du début du Bucks Hawks. Je serais très curieux de voir l'ambiance d'un Bucks Hawks à Vegas en milieu d'après-midi, un samedi. J'avoue que je suis pas super optimiste vis-à-vis de ça. Bref. Ça va être terrible, ouais. Il y aura peut-être un peu plus de monde que chez les Nets, mais ça va pas se jouer à beaucoup, quoi. Eh bien, les Nets, peut-être qu'on va en parler. Transition aujourd'hui, du coup. C'est pas sûr, mais c'est possible. Avant de commencer, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify. Merci à tous ceux qui ont partagé leur Wrapped. L'accent est mauvais, désolé. Le curry. Le curry. Et merci à ceux qui ont partagé. N'hésitez pas à le faire. Puis sur toutes les plateformes, dont notamment YouTube, où vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et où vous êtes peut-être étonnés de voir une tier list. Eh bien, justement, on va l'expliquer après la pause. Avant ça, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter et peut-être bientôt sur Blue Sky. C'est une preview, peut-être un petit biscuit comme ça qu'on vous envoie. Eh bien, Greg, Constant, on a beaucoup galéré à démarrer cet enregistrement, donc on se retrouve après la pause pour parler des équipes en reconstruction. Alors, vous l'aurez remarqué, il y a 3 catégories pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Ce qu'on a décidé de faire, c'est cette volonté que je vous ai un peu mise en avant, les gars, c'est de pas comparer des projets de reconstruction qui ont démarré il y a 3-4 ans, des projets qui ont démarré il y a 6 mois. C'est pas très intéressant. On a donc découpé tous les projets de reconstruction en 3 groupes d'équipes. Petite spécificité, on ne sait pas annoncer à l'avance qui était dans quel groupe. Le premier groupe, c'est celui des équipes qui ont changé de projet et qui sont dans une phase d'acquisition de jeunes talents. Donc, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps de discuter d'une équipe. Est-ce qu'on l'a dans la même catégorie? Dans un second temps, un peu décrire la situation dans laquelle se situe l'équipe et surtout se demander est-ce qu'il
la manière dont ils ont abordé cette phase de leur reconstruction, est-ce qu'elle est cohérente? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout, les gars? Est-ce que tout est bon? Ouais, ça roule. Eh bien, commençons avec une équipe que Greg affectionne particulièrement, qui en a beaucoup parlé la semaine dernière. Est-on tous les trois d'accord pour dire que les Nets se situent dans ce groupe d'équipes qui ont changé de projet, qui sont dans une phase d'acquisition de jeunes talents? Moi, je les ai dans ce tiers, effectivement, ouais. Je les ai dans ce tiers, et si je devais avoir une hiérarchie dans ce tiers, c'est pas l'équipe que je mettrais le plus bas, mais ils sont là. Ils sont là aussi chez toi, Constant? Oui, mais en fait, ils étaient limite pas très loin d'être dans le petit niveau -1 là que vous voyez, chers auditeurs et chères auditrices, parce que en soi, l'explosion du roster a déjà été en bonne partie effectuée avec le trade de Kyrie Irving, le trade de KD, le trade de Michael Bridges, mais n'est pas complètement terminé, puisqu'il reste encore, Cam Johnson, il reste encore Dorian Finney-Smith, il reste encore Dennis Schroeder, il reste encore quelques joueurs qui sont pas vraiment inscrits dans le processus de reconstruction et qui pourraient être échangés pour l'acquisition de talents. Mais du coup, je me suis dit, bon, allez, on va pas non plus les mettre en décalage avec d'autres équipes qui sont plus ou moins dans la même situation et que j'ai gardé dans ce niveau 1. Donc du coup, oui, ils sont toujours dans ma situation acquisition ou dans la période acquisition de jeunes talents au niveau de leur reconstruction, parce que le plus gros du démodelage de l'effectif a déjà été effectué. Effectivement, Constant a livré la mèche, a déjà parlé de cette catégorie -1. Cette catégorie -1, on en parlera à la fin de l'épisode, c'est la catégorie Air Crash, danger. Du coup, cette catégorie-là, c'est celle des équipes qui sont au bord du précipice et qui pourraient se retrouver dans ce podcast dans un an. Donc on en parlera en fin d'épisode, mais du coup, c'est intéressant, Constant, que tu les aies placés là. Greg, on a parlé la semaine dernière des Nets, Constant, donc je permets de continuer avec toi. Est-ce que dans cette phase-là, tu trouves pour l'instant que leur projet est cohérent? C'est un peu la question qu'on va se poser pour chacune des équipes. Bah, quand j'arriverai à les remettre au niveau 1 sur la tier list, peut-être, mais non, toujours est-il, la tier list veut qu'il reste en y a danger, je vous le dis. Non, mais après, est-ce que c'est cohérent? On va dire que ce niveau 1, c'est peut-être la partie où c'est le plus difficile de juger le niveau de cohérence des front office. Parce que t'es vraiment dans l'attente, tout simplement, de l'acquisition d'un jeune talent, et je pense que c'est difficile de voir une équipe se dire, bah, tant que tu n'as pas tes jeunes, est-ce que tu vas vraiment dans le bon sens? Surtout que là, du côté des Nets, comme j'ai dit, bah, les vétérans qui peuvent leur amener de l'acquisition de jeunes talents, c'est pas encore fait. Donc, je sais pas, je reste sceptique sur ce point-là, ou en tout cas, il va falloir attendre un petit peu plus de temps, notamment la trade deadline, pour voir ce qui va se passer avec Dennis Schroeder, avec Cam Johnson, avec tous les joueurs que j'ai cités. Et je suis pas convaincu non plus que les Nets soient vraiment dans le même processus que d'autres équipes qu'on va citer, c'est-à-dire très orienté autour de la draft. Je pense que les Nets, avec la fin potentiellement du contrat de Ben Simmons ou avec la marge salariale qu'ils peuvent potentiellement dégager en tradant quelques joueurs durant la trade deadline, peut se libérer un certain cap space, peut avoir une certaine flexibilité financière. Je pense qu'il y a des joueurs, typiquement, je pense à un Brandon Ingram par exemple. Je serais pas surpris si Brooklyn venait potentiellement tester le marché pour ce type de joueur, pour essayer d'avoir un peu un début de tête d'affiche pour pour la fanbase de New York, on va dire, en ajout d'un pic de draft supplémentaire qu'ils ont cette année. Tu valides, Greg, je te vois acquiescer, pendant que Constant se bat avec la tier list. Ouais, c'est incroyable, ça veut pas, voilà. Ça veut pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Constant a dit, je vais pas le paraphraser. Je rajouterais qu'ils ont quand même fait le choix d'un coach très jeune cet été, j'en ai parlé en long et en large en 7 minutes de tunnel la semaine dernière, mais ils ont fait quand même le choix d'un coach et ce choix porte ses fruits, des fruits assez jolis finalement, un peu à la façon de Will Hardy dans une autre équipe dont on va sans doute parler aujourd'hui. Il a réussi. Mais du coup, ce choix de coach, pour moi, c'est une belle première pierre à l'édifice pour les Nets, parce que c'est important de verrouiller des coachs qui ont des profils inventifs autour de nouvelles équipes. C'est aussi ce qu'avait fait l'équipe du Thunder de Constant en signant Marc Daigneault très tôt dans le projet. Donc là-dessus, c'est plutôt positif pour les Nets. Après, effectivement, là, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire une trade deadline aux petits oignons autour des vétérans de l'équipe, et ensuite laisser toute la place aux jeunes jusqu'à la fin de saison de faire des coups d'essai, de jouer avec ce que Jordi Fernandez va leur mettre dans les pattes et de se développer jusqu'à la draft, quoi. Rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Moi, ce que j'ai un peu mis en sous-texte de cette catégorie-là, c'est pour moi
dans cette catégorie-là, tu n'as pas le joueur autour duquel tu vas construire ton équipe. Je dis pas que c'est ton futur meilleur joueur, mais c'est le joueur central de ta reconstruction. Tu ne l'as peut-être pas encore à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai mis dans cette catégorie-là aussi les Wizards. Est-ce qu'on est tous les trois d'accord là-dessus? Je crois que je les ai là, les petits Wizards. Ouais, je les ai là, ouais. Alors, pour parler des... Vas-y, Constant. Non, quand bien même c'est l'équipe qui a le prospect le plus haut drafté je pense, de toutes les équipes qu'on va mettre dans cette catégorie, dans ce niveau. C'est-à-dire que t'as drafté en 2 avec Alexandre Sarr, donc théoriquement, tu dois te dire, bon, c'est pas potentiellement le joueur sur lequel tu vas orienter ou en tout cas modeler tout ton projet de reconstruction, mais ça doit être quand même une pièce importante. Mais bon, sans vouloir être trop négatif, on a vu les 20 premiers matchs d'Alexandre Sarr sur ce début de saison NBA et effectivement, tu restes dans l'acquisition de talent et pas vraiment dans le côté oui, bon en fait, on a les jeunes qu'on veut, faut juste qu'ils se développent. Je pense que Washington est toujours dans cette optique de on va continuer d'engranger du talent pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Mais pour l'instant, la simple présence d'Alex Sarr cumulée à son niveau font qu'il reste dans cette optique d'acquisition et pas vraiment de formation. Je vous l'ai dit, les gars, c'est sans doute l'équipe que j'ai le plus vu jouer depuis le début de saison pour des raisons obscures, et à savoir ma fascination pour le joueur qu'est Alexandre Sarr. Je pense aussi que j'ai voulu les mettre dans cette catégorie personnellement parce que la manière dont le jeu est tourné n'est pas encore tourné en faveur d'un jeune joueur qui s'inscrit dans un nouveau projet. Que ça soit Alex Sarr, voire même Bilal Coulibaly, qui est responsabilisé, mais pas à un niveau comme ce qui peut être le cas d'un Jordan Poole, qui retrouve des couleurs cette année, on l'a déjà dit, ou même d'un Kyle Kuzma, qui lui semble s'inscrire quand même à contre-projet à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas les mettre plus haut parce que selon moi, ils ont pas encore mis leur effectif ou construit leur effectif dans l'idée de bonifier le développement d'un jeune joueur. C'est pour ça que malgré, tu l'as dit, Constant, la place de numéro 2 à la draft d'Alexandre Sarr, ils sont toujours dans cette catégorie-là. Greg, les Wizards. Mais clairement, ils sont là. Ils ont drafté en 2, un an après avoir drafté Bilal en 7, et le meilleur joueur de l'équipe, c'est toujours le mec qui a été drafté en 7, un an avant le mec qui a été drafté en 2. Donc c'est quand même, voilà, on savait de toute manière que cette draft 2024 était largement inférieure comparée aux autres. Elle est par contre plus compacte, ce qui fait qu'ils ont d'autres joueurs dans l'effectif draftés aussi en 2024 qui sont intéressants. Et je pense notamment à Bub Carrington, même s'il ne fait pas toujours des matchs extraordinaires et qu'il n'est pas d'une stabilité constante. Il est quand même intéressant dans cet effectif. Mais vous l'avez dit, en citant Kuzma et Poole, mais il y en a quelques autres dans l'effectif, de façon différente, qui soit en parasitage du projet, soit carrément sont des parasites dans le projet. Kyle Kuzma, clairement pour moi, il parasite le projet. D'abord parce que j'ai l'impression que son ego est tellement tourné vers lui-même qu'il ne comprend pas du tout dans quel environnement il est, y compris sportif. Et puis ensuite, effectivement, il y a Jordan Poole pour qui ça va un peu mieux mentalement et donc aussi sur le terrain. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a Malcolm Brogdon, etc. Donc ces 3 joueurs-là, plus Jonas Valanciunas, représentent un peu à la façon de Dennis Schroeder, Cam Johnson et Dorian Finney-Smith au Nets, des assets pour la trade deadline des Wizards. Qui ira chercher ces joueurs-là? Je ne sais pas. Apparemment, les Pelicans seraient sur Kyle Kuzma, c'est ce que j'ai vu dans une rumeur hier. Allez savoir pourquoi. Et alors, il y a un truc qui est très drôle. Voilà, encore une fois, on est sur une streak là où on parlait d'Orlando dans le 4K. On a eu la news de la blessure de Franz Wagner en direct. On parle des Nets dans cet épisode. Il y a 5 minutes, il y a Shams qui a dit que les Warriors étaient sur Dennis Schroeder. Ben voilà. Donc voilà, vous la prenez en direct. Donc peut-être que Brooklyn n'attendra pas la trade deadline, mais effectivement, ils sont dans l'acquisition de talent parce que je suis pas convaincu qu'ils échangent Dennis Schroeder contre le ACL de D'Anthony Melton et Lindy Waters. Mais voilà, donc effectivement, Brooklyn reste dans l'acquisition de talent. On est sur une streak où dès qu'on parle d'une équipe, il faut qu'il se passe un truc en direct. Mais c'est mieux que de l'avoir le lendemain. Du coup, il va falloir, on ne le fera probablement pas, mais il va falloir faire un live le jour de la trade deadline, du coup, parce que là, on va faire sauter toute la NBA, du coup. Si on fait ça. Dans cette catégorie-là, et je pense que c'est peut-être là, on va un peu diverger, les gars. Moi, il me reste une équipe dans celle-ci. Il me reste 3 équipes, les gars. Ah, d'accord. Moi, alors, je vous préviens, hein, moi, j'ai choisi la violence. J'ai choisi la violence pour équilibrer mon affection naturelle pour les équipes qui sont en reconstruction.
étant donné que je suis un amateur des Suns, c'est tout à fait normal. Donc, donc voilà, j'ai choisi la violence. J'ai beaucoup d'équipes dans ce tiers-là parce que sur les 3 équipes qui me restent, à ce jour-là, je n'ai pas l'impression qu'il y a la pièce qui drive le projet sur le terrain. Et alors que on devrait peut-être même y être. Mais voilà, je vous laisse du coup commencer et je rajouterai les 2 miennes après tranquillement. Mais je n'ai peut-être pas la même que Constant. Je Est-ce que pense tu as si. Portland, Constant? Ah bah non, j'ai pas Portland. Alors là, J'ai Chicago. on va s'amuser. J'ai Chicago. Alors moi, j'ai Portland et j'ai Chicago. Ouais, du coup, ouais. Eh bien, commençons avec Chicago. Parce que, les gars, moi, Chicago, je les ai dans -1 danger parce que j'estime qu'ils ont pas explosé complètement encore. D'accord. En fait, ma logique, c'est que, et je voulais en parler en fin d'épisode, du coup, donc ouvrons le chapitre Chicago. L'idée, c'est que pour moi, à la seconde où tu auras tradé Lavine et ou Vucevic, tu seras totalement dans la catégorie acquisition. Là où ils sont dans la catégorie acquisition, ils sont dans une phase de développement de jeunes joueurs, mais comme ils sont un peu dans une double timeline, si je peux le dire comme ça, bah, j'ai pas pu les mettre complètement dans la première phase. Mais je vous entends parfaitement. Pour moi, ils sont entre les deux. J'ai beaucoup hésité. Oui, c'est difficile. Pour moi, en fait, ils sont déjà dans l'acquisition de talent, c'est juste qu'il n'y a pas de marché pour Zach LaVine et Nikola Vucevic. Oui, en c'est fait, vrai. c'est que ils voudraient faire exploser, mais il y a personne qui veut prendre le contrat de Zach LaVine. Pour l'instant, il y a personne qui veut récupérer Nikola Vucevic en échange d'un first round. Donc pour moi, quand tu as échangé déjà, enfin quand tu as laissé partir DeMar DeRozan et quand tu as échangé Alex Caruso, pour moi, t'es déjà dans une relative explosion. Et les Bulls, ça fait plus d'1 an qu'ils cherchent à échanger Zach LaVine. Je pense que Nikola Vucevic, dès qu'il y aura une offre qui sera relativement honnête, ils le traderont sans hésiter. Donc pour moi, ils sont déjà dans de la phase d'acquisition de talent. C'est juste que ils sont, enfin, le marché pour l'instant ne leur permet pas d'acquérir ces talents. Mais dans l'esprit du front office, ils sont déjà dans l'acquisition de talent. Ils ont déjà fait exploser le roster. Oui, moi je pense que le départ de DeRozan est le symbole de la fin du projet. Et puis je trouve que le changement de coaching et de stratégie sur le terrain, de tactique, d'ambiance, en attaque notamment, marque, je trouve, la fin d'un projet. Un projet qui était beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, beaucoup plus rébarbatif. Là, cette année, on a vraiment des choses qui sont tentées par Billy Donovan, qui sont plutôt fun à voir. En attaque en tout cas, hein, on l'a dit la semaine dernière avec Adrien, qui pour moi me font dire que tout le mindset à Chicago a déjà changé et que effectivement, comme le dit Constant, certes, on n'a pas de marché pour Zach LaVine et Vucevic, mais les joueurs comme le front office savent que tout le monde est sur le départ. Donc c'est pour ça que je les ai dans ce tiers acquisition, c'est que je pense qu'ils sont soit en acquisition d'assets pour la draft et donc de talent dans les années prochaines, soit directement de jeunes contre Vucevic et Zach LaVine pour du salarié match, quoi. Voilà. Non, vous avez raison, parce que d'un côté, dans la catégorie numéro 2 et même dans celle-ci, je parle beaucoup des intentions de la franchise, à savoir les intentions de mettre en avant. Donc, il faut que je juge plus sur les intentions de la franchise que l'état actuel du marché. Donc, je vous accorde les Bulls dans la phase acquisition. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que du coup, on était beaucoup sur l'angle pourquoi les Bulls devraient être là, mais sur la phase d'acquisition des Bulls à l'heure actuelle, compliqué. C'est ce qu'on semble tous dire ici de se défaire de ces contrats-là. Bah, compliqué parce qu'il n'y a pas de marché, encore une fois. Et puis, même si on juge un peu les talents que tu peux avoir, parce que finalement, ta reconstruction, elle se juge à quoi? Elle se juge au niveau de tes prospects ou au niveau de ton young core. Donc, bah, pour l'instant, le young core de Chicago, ça va être Josh Giddey qu'il va falloir payer, qui est honnête, mais qui est pas non plus sensationnel et qui n'explose pas complètement depuis son trade à OKC. C'est Patrick Williams qui a été prolongé et qui est, je pense, un accident industriel. Depuis sa draft, hein. Franchement, c'est très 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 difficile. Il y a Kobe White qui a été prolongé, mais qui voilà est un joueur, un bon joueur, mais qui n'est pas une base de reconstruction et qui est déjà un joueur qui est dans son second contrat. T'as Bouzelis, mais qui lui non plus ne semble pas être le joueur sur lequel tu bâtis ta reconstruction. T'as Yodo Somnou, que moi j'aime beaucoup, mais qui est pas non plus extraordinaire, ou en tout cas c'est pas un franchise changer en termes d'avancement sur ta timeline de ta reconstruction. Donc pour l'instant, ils sont dans de l'acquisition de talent qui bascule entre l'accident industriel et le sympa. Donc on va voir comment ça va se passer, on va voir
quel package tu peux avoir pour un trade de Nikola Vucevic et un trade de Zach LaVine. Comment ça va se passer à la draft aussi, potentiellement, si jamais ils viennent un petit peu sombrer dans le classement, mais un peu comme Brooklyn, je pense que tu peux, et contrairement à Washington, tu peux difficilement juger tant qu'ils n'auront pas un prospect dans le top 10 et tant qu'ils n'auront pas drafté un joueur dans le top 10 de la draft. Moi, j'ai une question qui fait mal pour Chicago, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi la violence, mais la question c'est, est-ce que Chicago, à l'heure actuelle, a un titulaire potentiel pour leur équipe qui ambitionnerait le titre dans quelques années? Et en fait, j'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que, à ce jour, Chicago est parmi ces jeunes un joueur qui sera titulaire dans leur équipe très ambitieuse dans 4 ou 5 ans. De la même façon que pour Oklahoma, par exemple, ou pour le Magic, sur à peu près la même timeline, tu as des titulaires qui sont arrivés très tôt dans le projet et qui aujourd'hui représentent le projet, sont cadres de ce projet. À Chicago, je suis désolé, Kobe White, je ne sais pas si ce sera titulaire d'une équipe qui a une ambition de champion en NBA. Peut-être que ce sera un 6e homme ou un joueur déterminant en sortie de banc, peut-être. Mais là, aujourd'hui, Chicago, pour moi, n'a aucune pièce de son 5 qui essaiera d'aller chercher la bague dans 4 ou 5 ans après une reconstruction. De sa prochaine bonne équipe. Ouais, de sa prochaine bonne équipe. Absolument. Ouais. C'est là où pour moi il y a une nuance. Parce que je vois bien Kobe White comme titulaire de la future bonne équipe de Chicago, là où effectivement, si tu me dis une équipe qui joue le titre, non, Kobe White n'est pas titulaire d'une équipe qui joue le titre, mais d'une bonne équipe, je le vois titulaire. Et plus on avance, plus je vois Dosomnou comme un titulaire dans une bonne équipe. Ça, c'est un joueur qui impacte positivement une équipe et qui impacte encore plus positivement une bonne équipe qu'une équipe moyenne, comme c'est le cas à Chicago actuellement. Après, le truc, c'est que moi, pardon, je te coupe, Ben, mais dans ma vision de la reconstruction, quand tu reconstruis, c'est pour aller chercher la bague. Tu construis le projet le plus ambitieux possible. Et du coup, c'est pour ça que je mets pas nécessairement ni Dosomnou, ni Kobe White dans un 5 qui ambitionne un titre. Par contre, oui, clairement, dans une équipe NBA qui serait dans les, je sais pas... qui évite le play-in. Oui, exactement. Qui sont, tu vois, entre 5 et 10 dans une conférence ou une autre. Ils ont des places de titulaires. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en soi, si on extrapole, alors je sais que Cam Thomas a une grosse valeur dans l'équipe, mais je suis pas sûr que les Nets l'aient aussi, ce joueur-là. Non. Ouais. Bon, encore moins. Hormis Cam Thomas, encore moins. Mais... Et les Wizards, c'est Bilal qu'on projette, et qui, en l'occurrence, ça peut se défendre comme idée. C'est celui dont l'idée se défend le plus sur les 3 équipes qu'on a vues en ce moment. Par contre, si Cam Thomas fait une saison efficace au scoring, là, en 2024-2025, ça peut se discuter parce que c'est encore un joueur. C'est déjà le cas cette année. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, s'il confirme, etc., machin, bon, pourquoi pas. Mais effectivement, Bilal est celui qui symbolise le plus ça, quoi. Greg, je vais rester avec toi parce que du coup, il s'avère que tu as les Blazers dans ce niveau. Je les ai aussi, mais pas constants. Donc ici, je vais me mettre en arbitre au milieu. Greg défend constant. Tu les mets sur la ligne, mais tu peux me convaincre de changer d'avis. Du coup, Greg, commençons. Pourquoi tu les as là, du coup? Moi, je les ai là parce qu'ils ont initié un projet et ils ont drafté relativement haut sur les 2 drafts précédentes. Ils ont fait un choix qui aujourd'hui pose beaucoup de questions en la personne de Scoot Anderson. Et ils ont fait un choix qui pose, je trouve, de moins en moins de questions en la personne de Klingan. Alors, il est toujours un peu tôt pour Klingan, parce que sur un pivot avec ces dimensions-là, il y a les problèmes de santé qui peuvent arriver, etc., etc. Donc, il faudra surveiller ça, surtout à Portland, qui n'a pas l'air d'y avoir le système médical le plus performant de la NBA. Et sur Scoot Anderson, on a des questions qui sont littéralement et déjà vertigineuses, alors qu'on est à 1 an et demi de carrière. Donc, c'est déjà très compliqué sur ce profil-là. On est sur un projet où on pourrait croire qu'il serait déjà un petit peu plus haut parce que finalement, les équipes qui ont drafté aussi haut dans le top 3 en 2023, elles sont un peu plus haut que Portland, voire même beaucoup plus haut. Et du coup, malheureusement, Portland ne suit pas. Portland ne suit pas parce que Scoot Anderson, à l'instant T, est plutôt un échec. Là pour le coup je choisis pas la violence parce que j'aime pas quoi. J'aime pas quand on tire trop sur les rookies comme ça, mais par contre il y a encore du flair. Klingan c'est vraiment un très bon coup et si ça fonctionne avec Scoot ça sera complémentaire, donc ça c'est chouette. Et après autour il y a des choses où il faut délester un peu à la façon des Wizards. Il faut délester, tu vois, les DeAndre Ayton, les Robert Williams, etc. Il faut absolument délester. Donc
Donc voilà, moi je les mets là parce qu'ils en sont finalement à devoir encore rassembler du capital de draft et autour des joueurs dont ils doivent faire partir les contrats et également de l'acquisition de jeunes joueurs pour développer un young core. Est-ce que Anthony Simons va continuer? Est-ce que Shadon Sharp va suffisamment se développer? C'est vrai que là, récemment, il a plutôt fait bonne figure. Est-ce que ça va suffisamment se développer? Je ne sais pas, mais moi, il y a tellement de questions sur cette franchise, c'est tellement l'impression que c'est un foutoir que j'ai du mal à les mettre plus haut, quoi. Constant, parole à la défense. Bah, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a la mentalité du front office et la réalité du parquet. Moi, si je prends la mentalité du front office, pour moi, ils sont dans la catégorie formation. Ils se disent, on a Scoot Anderson, on a Shaedon Sharp, on a Donovan Pigan. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer ces joueurs-là. Ils sont pas tant dans l'aspect tanking, ou en tout cas dans l'aspect je vais essayer vraiment d'acquérir du talent, que dans l'aspect les prospects que j'ai draftés très haut, je veux qu'ils se développent. Après, ils se développent ou ils se développent pas, ça c'est une autre question. Mais pour moi, ils sont pas au même niveau que Brooklyn qui se dit bon, on a Cam Thomas, mais on va quand même essayer de marketer Cam Johnson, on va essayer de marketer Dorian Finney-Smith. Ils sont pas dans la même situation que Chicago qui se dit bon ok, on a Josh Giddey, mais on va surtout essayer de marketer Zach LaVine et Nikola Vucevic. Portland, ils sont dans une situation où même dans les transferts, l'acquisition de talent, pourquoi ils ont acquéri par exemple Deni Avdija ou ils ont lâché du capital de draft, c'est pour amener un joueur qui amène un socle qui peut permettre aux autres joueurs qu'ils ont drafté haut de se former avec un joueur qui est un peu plus dans le playmaking et qui est capable d'aider les jeunes prospects qu'ils ont draftés très haut à se développer. Alors oui, il y a encore des situations où ils sont vendeurs et je pense que avec potentiellement Robert Williams, ils vont essayer d'être dans l'acquisition de talent ou dans l'acquisition du pic de draft. Mais je trouve qu'avec, comme tu l'as dit Greg, avec Donovan Pigan, avec Shadon Sharp, avec Scoot Anderson, quoi qu'on pense du développement de ces joueurs-là, qui est potentiellement décevant, surtout pour le cas de Scoot Anderson, ils ont quand même beaucoup plus de prospects qui ont été draftés très haut que les trois équipes qu'on a citées précédemment et surtout ils sont dans une optique de en fait, on veut que ces joueurs-là, ils se développent. Et à partir du moment où ils vont se développer, ils pourront passer dans la troisième catégorie, qui est la confirmation. Mais pour moi, ils sont plus dans la formation, en tout cas dans l'espoir de la formation de ces joueurs-là, que dans l'acquisition de talent. Rappelons que du coup la deuxième catégorie, celle du dessus, c'est à la fois une phase d'acquisition, mais en ayant en ligne de mire aussi le développement des jeunes joueurs. Alors moi, je suis assez partagé, les gars. J'ai hésité avec les Blazers entre les deux catégories. Pourquoi? Parce que pour moi, la deuxième catégorie sous-entend aussi un début de processus de hiérarchisation au niveau des jeunes joueurs et je sais pas s'il est encore là à Portland en gros. Si tu me dis qui est de hiérarchiser et de la manière dont les joueurs sont développés par Chauncey Billups, ce qui serait d'ailleurs encore une autre question, celle-ci, c'est est-ce que tu passes un cap du coup quand ton coach est pas celui qui doit être dans le phase de développement des joueurs, mais ça c'est un autre débat. Bah, en fait, c'est pas vraiment Scoot Anderson parce que ça peut pas être le centre de ton projet peut pas être un joueur qui a starté 3 matchs sur les 20 premiers d'une saison. Est-ce que c'est Shadon Sharp? Je ne sais pas non plus. Donc, c'est ça qui m'amène un peu à hésiter. Je pense que, comme tu le dis, Constant, peut-être que le front office est dans une notion de développement, mais est-ce que le front office pense avoir son joueur clé majeur qui va tourner la reconstruction? Je sais pas. Ouais, je pense qu'ils espèrent avoir ça, soit avec Shadon Sharp, soit avec Scoot Anderson. C'est pour ça, je pense. Tu vois, si on prend le front office, ce que pense le front office, ils sont dans formation. Après, si on prend la réalité du parquet et la confiance qu'on a pour que les joueurs qu'ils ont draftés très haut se développent, ils sont peut-être au niveau 1. Mais je sais pas. Pour moi, c'est quand même différent des trois autres équipes qui sont vraiment un peu en vitrine en disant regardez mes vétérans, comment ils sont bons, comment ils sont tout chauds. Là où Portland essaye quand même un peu plus d'être dans la responsabilisation de leurs jeunes joueurs. Et si on fait un compromis, Greg, Constant, si on met les Blazers en première position de ce niveau acquisition en disant que bon, ils sont pas loin de passer au niveau de dessus, est-ce que tout le monde serait d'accord? Moi, j'ai été bien convaincu par les arguments de Constant. J'ai trouvé que son argumentaire était très bon. Fort, hein. Et ce que tu as rajouté ensuite sur le fait de pas nécessairement avoir ton option numéro 1 de reconstruction, ça me fait vraiment penser qu'ils sont dans un projet entre deux et finalement, ça leur ressemble bien à ces Blazers. Parce que j'ai vraiment l'impression que malheureusement pour eux, ils ont encore trop de questions pour assumer ce projet formation pleinement. En fait, ils devraient y être. La logique voudrait qu'ils y soient.
Oui, quand tu as un joueur et un prospect voilà, qui a été mis en avant comme scout, tu devrais être dans la partie formation. Tu devrais y être sans sourciller, quoi. En fait, pour moi, la problématique, c'est que si tu mets Portland dans la partie acquisition en disant il n'y a pas de hiérarchisation au niveau des jeunes du projet, pour moi, Ben, tu dois mettre Utah dedans. Ah, bah c'était ma grande question, du coup. Ouais. Vous savez, pour moi, Utah... Portland et Utah doivent être dans la même catégorie. Après, tu les mets en Nive 2 ou en Nive 1, mais pour moi, ils doivent être dans la même catégorie parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes problèmes. Bah, ils sont dans la même catégorie pour moi, parce que Utah, c'est ma troisième équipe qui est dans l'acquisition, en fait. Ah, je me doutais. Utah et le Jazz est ma troisième équipe dans l'acquisition pour la simple et bonne raison, c'est que je suis désolé, mais il n'y a rien qui distingue Utah des Nets aujourd'hui. D'un point de vue structure de franchise et de projet, j'entends. Évidemment qu'il y a des différences. Évidemment. Mais sur les villes, les deux équipes ont un super coach jeune et performant qui produit vraiment des choses sur le terrain. Les deux équipes ont des vétérans dont ils vont vouloir se débarrasser pour créer du capital de draft ou recruter des jeunes joueurs. Et rien que ça, pour moi, ça me fait les mettre dans le même tiers acquisition. Le truc, c'est que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi Danny Ainge tergiverse autant avec les vétérans qui sont dans son équipe et avec les joueurs qui pourraient très bien trader aujourd'hui. Peut-être qu'il a besoin de mieux comprendre le CBA et qu'il attend un peu de voir comment les choses se tassent pour aller chercher un maximum d'assets parce qu'il estime qu'il a du temps. Mais je trouve que prendre le temps à NBA, c'est vraiment un luxe de chez luxe, quoi. Donc j'avoue, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, ils sont dans ce tiers acquisition Utah parce que, encore une fois, à ce jour, ils n'ont pas le joueur sur lequel ils vont construire leur effectif ambitieux. Walker Kessler n'est pas dans ce tiers-là de joueurs. Quoi, voilà. Ouais. Et malheureusement, Keyonte George non plus, bien qu'il ait fait une super saison rookie. À préciser, les gars, c'est peut-être, je l'ai déjà fait, mais je reprécise, on ne dit pas que le joueur autour duquel tu centres, c'est forcément ton futur franchise player. C'est plutôt l'idée qu'il y a un moment où tu vas, il n'y a pas assez de munitions en NBA. Donc, il y a forcément un prospect, un joueur auquel tu vas offrir plus de munitions que les autres. Et ce joueur-là est un peu souvent mis en avant, et on va voir que, et je te rejoins, Constant, du coup, les Blazers, il est très fort et très convaincant. Les Blazers ont toute leur place ici parce que c'est un peu aussi, en fait, ce moment acquisition, la question du manque du fameux précieux. C'est un terme dont on avait parlé pour la draft de Victor, justement, où bah, le précieux, il est absent de ces 4 équipes qu'on a placées là pour l'instant. Quelque chose à rajouter, Constant? Greg parlait du fait que Utah était dans la même situation que les Nets. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Ils sont limite plus dans la situation de Chicago que dans la situation des Nets. Parce que Utah, ils ont drafté beaucoup en fin de loterie. Avec les Taylor Hendricks, avec les Cody Williams, Walker Kessler, c'est pas un pic de loterie, mais en tout cas, ils ont un socle de jeunes qui est beaucoup plus important que celui des Nets. Et tu vois, ils me font un peu penser à Chicago dans le sens où Chicago, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs à gros talent, mais tu prends Bouzelis, tu prends Patrick Williams, tu prends Kobe White, tu prends Ayo Dosunmu, tu prends Josh Giddey, en fait, t'as 5 joueurs qui sont soit en fin de contrat rookie, soit dans leur premier contrat, et t'as pas vraiment de joueurs sur lesquels tu peux capitaliser. T'as des joueurs sympas, mais t'as pas de joueurs sur lesquels tu peux vraiment capitaliser. Et c'est un peu le même ressenti que j'ai pour Utah, c'est que bah, t'as Walker Kessler, t'as Keyonte George, mais t'as pas vraiment de joueurs sur lesquels tu peux réellement capitaliser. Donc pour moi, ils sont plus proches de Chicago et ils sont un peu au niveau de Portland. Enfin, ils sont un peu dans la même situation de Portland, tout en ayant moins drafté, mais avec des interrogations sur en fait quel est le joueur qu'on souhaite réellement mettre en avant, tout en essayant d'acquérir, tu vois, des opportunités de marché, parce que comme on avait dit, le trade de John Collins, c'était une pure opportunité de marché sur le CBA. Donc, ils sont dans le côté où ils sont mauvais, mais ils essayent quand même de développer. En tout cas, pour moi, le front office est pas vraiment dans l'acquisition de talent, ou alors, si c'est de l'acquisition de talent via la draft, et c'est pas de l'acquisition de talent en essayant de marchander potentiellement les vétérans que tu peux avoir, comme c'est le cas du côté de Chicago, ou comme c'est le cas du côté de Brooklyn, puisqu'on a vu, typiquement, avec le cas de Lauri Markkanen, où je pense que si Danny Ainge était vraiment dans l'optique de full acquisition, eh ben, à mon avis, Lauri Markkanen aurait déjà été échangé et serait déjà à Golden State potentiellement. Après, voilà, on sait, au niveau des tractations, Golden State ne voulait pas lâcher Kuminga et Podziemski. Ça, c'est un autre débat. Mais s'ils étaient vraiment juste dans une pure logique d'acquisition et pas dans une logique d'attentiste, eh ben, je pense que Markkanen aurait déjà été échangé. C'est pour ça que, pour moi, ils sont au niveau 2. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ils sont finalement entre les Nets et Chicago.
Ce qui me fait plutôt les mettre du côté des Nets, c'est simplement le coach, en fait. C'est tout simplement le coach. C'est que d'avoir choisi un coach qui est très jeune comme Jordi Fernandez ou Will Hardy, etc., des coachs qui ont quand même des références, etc., en tant qu'assistant et tout, ça me fait les distinguer des Bulls vis-à-vis de Billy Donovan. Mais néanmoins, sur la construction du roster, tu as complètement raison, ils sont plus proches des Bulls. Là-dessus, 100% raison. Et alors que, c'est bien, j'ai dit il y a 10 minutes que les Nets, ils allaient pas échanger Dennis Schroeder contre l'ACL de DeAnthony Melton. Ils ont échangé Dennis Schroeder contre l'ACL de DeAnthony Melton et 3 seconds tours. Voilà, voilà. Breaking news. Les Nets, c'est parti. Breaking news, Dennis Schroeder est un Warrior. Voilà. Du coup, on les met en partie. Capdo. On les met en formation, du coup, les Nets. Les gars, vous m'avez convaincu. J'aurais tendance à mettre le Jazz dans cette partie acquisition. Moi, ils étaient en formation, le Jazz. Ah, je rejoins Greg, du coup. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, tu m'as convaincu de les mettre au même niveau que les Blazers, et du coup, c'est-à-dire dans la partie numéro 1. Il reste là, du coup. Question, les gars. T'étais les Blazers, non, ou t'étais d'accord avec Constant? En fait, c'est Constant qui m'a convaincu en me disant que concrètement, il faut mettre les Blazers et le Jazz sur le même niveau. D'accord. Et c'était une de mes hésitations. C'était censé être la partie la plus rapide. On a fait déjà 40 minutes. Une petite question, les gars, c'est pour fermer à chaque fois chaque chapitre. Quelle équipe, selon vous, on refait cet épisode dans un an et peut-être dans une autre catégorie? C'est peut-être celle où c'est le plus dur de le dire parce que tout dépend. Je ne sais pas si une des 5 prend Cooper Flag, peut-être qu'on la place en numéro 2. J'aurais tendance à dire qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être les Wizards parce qu'ils ont peut-être le meilleur jeune talent des 5, en fait. Je suis froid. Moi, sur les Wizards, je suis froid parce que qui veut aller jouer là-bas? Je sais pas. Qui est toujours dans cette catégorie ou qui n'y est plus? Ah, qui n'y est plus dans qui n'y est plus, qui a jumpé. Ouais, qui la quitte. Celle qui draftera, même pas. Non, en vrai, j'allais dire celle qui draftera Cooper Flag, mais même pas en vrai. Si les Wizards draftent Cooper Flag, ils sont pas en formation pour toi? Ça dépend du niveau de Cooper Flag. Pour moi, Portland, déjà, moi, je les avais mis niveau 2. Pour moi, Portland, si Donovan, c'est des énormes si, mais si Scoot Anderson et ou Shaedon Sharp confirment les attentes qu'on avait autour d'eux, ils passent en niveau 2. C'est peut-être. Ouais, je rejoins Constant. Je rejoins Constant parce que pour le coup, c'est des si qui sont beaucoup plus pragmatiques quand même que les autres si des autres équipes, quoi. Tu vois, ça dépend pas. Finalement, ça dépend moins de la draft que les autres. Oui, c'est vrai. C'est du développement interne. C'est du développement interne. T'arrives à refourguer un Fairly Simmons, t'as Scoot qui arrive à trouver des bonnes minutes et qui prend confiance. Klingan qui fait du 20-10 pendant le dernier mois de la saison. Je sais pas, tu vois, ça peut aller vite. Ok. Faudra qu'on ouvre un chapitre Portland parce que je pense que je suis beaucoup plus peut-être pessimiste qu'une partie d'équipe sur la suite pour Portland. Glissons tranquillement vers le niveau 2, formation. C'est donc, je répète, des équipes qui sont toujours en phase d'acquisition, mais qui ont en ligne de mire le développement de leur première jeune pépite. Moi, j'ai failli appeler ça la catégorie Spurs. On est d'accord qu'on a tous les Spurs dans ce niveau 2? Non. Ah, à Constant, non. Vraiment, décidément. Est-ce tu les as mis déjà dans la partie numéro 3, qui est la phase de confirmation? C'est le Grinch, Constant. Bah oui. Bah non, c'est l'inverse, je suis optimiste pour les équipes. Pour une fois que je suis optimiste, ah ouais, mais pour moi, les Spurs, ils sont dans la confirmation. Mais largement. Tout simplement déjà parce qu'ils ont Victor Wembanyama, c'est bête, hein, mais le projet de ta reconstruction, enfin le centre de ta reconstruction, tu l'as déjà. L'arrivée de Chris Paul et l'arrivée d'Harrison Barnes, c'est pas de la formation, c'est l'étape du dessus. C'est on voit ce que ça donne avec nos jeunes, mais on va quand même essayer d'être compétitif. Surtout que là, si on regarde les intentions du front office, je pense pas que ce soit complètement le développement des jeunes. Je pense que là, vous demandez au front office des Spurs, là, on est le 14 décembre, quel est l'objectif sur cette saison? Je pense qu'après 25 matchs, l'objectif des Spurs, c'est d'accrocher le play-in, à mon avis. Et pour moi, c'est une catégorie au-dessus des équipes qu'on va citer. Donc, je pense qu'ils sont la simple présence de Victor Wembanyama plus les quelques certitudes que tu peux avoir autour de Devin Vassell quand il n'est pas blessé, autour de Jeremy Sohan et le bon début de saison de Stephen Castle, pour moi, les font passer dans la catégorie confirmation. Je pense. Hein. Ils sont plus... Tu vas demander aux Spurs, est-ce qu'ils vont vraiment acquérir du jeune talent? Je suis pas convaincu. Je pense qu'ils ont acquéri du talent, de l'expérience pour les vétérans, qui vont,
servir certes à la formation des jeunes joueurs, mais qui ont aussi une logique sportive et des velléités d'aller un peu plus loin que les autres équipes que moi j'ai dans ce niveau 2. Ah, il comprend mieux mes catégories que moi, c'est vraiment frustrant. Greg, du coup. Je suis pas aussi convaincu par le côté confirmation des Spurs pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai l'impression qu'ils cherchent encore comment faire jouer les joueurs entre eux. Et pour moi, ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. J'ai l'impression qu'ils sont encore en train de former Jérémy Sohan, Devin Vassell, Keldon Johnson et Stephen Castle à jouer autour de Victor Wembanyama avec l'aide de Chris Paul sur le terrain et de Harrison Barnes sur l'aile. Et du coup, pour moi, c'est de la formation. Et je trouve que d'avoir recruté Chris Paul cet été pour le faire venir, c'est le signe que tu es en formation. Parce que c'est le formateur, c'est le joueur formateur par excellence. Toutes les équipes dans lesquelles ils sont passés récemment ont passé un cap quand il était là parce qu'il a formé les gars autour de lui. Et Constant, clairement, vous êtes l'équipe qui en est le plus le représentant pour moi avec son passage à Oklahoma et le boulot qu'il a fait à côté de Shea. Mais donc moi ça va à Phoenix aussi. Il est passé à Phoenix aussi, mais je trouve que il y a eu un petit boulot à Phoenix. Il a fait un petit boulot, ça a payé quand il était là, mais je trouve que Shea a davantage appris aux côtés de Chris Paul, ou en tout cas restitue mieux les leçons que Devin Booker. Mais c'est un autre sujet. On fera un podcast un jour fleuve de 1h30 de tunnel sur Devin Booker de la part de moi-même. Non, mais de toute façon, il est possible qu'on reparle des Suns à un moment dans cet épisode. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Pas possible. Et du coup, moi, je les ai pas encore dans confirmation. Par contre, pour moi, c'est la dernière saison où ils sont pas en confirmation. C'est ça, c'est que, Constant, je t'avoue que j'ai hésité au début, entre le 3 et le 2. Et ce qui m'a fait un peu décider, c'est que, certes, on va dire que pour moi, Victor est dans le niveau 3. Mais certains joueurs de l'effectif, je peux pas les mettre encore dans le niveau 3. Et c'est là où j'étais un petit peu partagé, c'est que je pense qu'ils sont encore en phase de développement pour certains joueurs et pas en phase de confirmation pour les autres. Alors tu me diras, je mets beaucoup l'accent depuis le début sur le joueur au centre. Donc est-ce que le joueur au centre, le fait que le joueur au centre soit dans la 3e phase, est-ce que ça t'amène pas ton effectif dans le reste? Le fait est que moi, ce qui me gêne encore, c'est que je pense qu'il y a certains joueurs qui sont peut-être dans la phase de développement, première chose. Et j'allais rebondir là-dessus, Greg. Aussi, le fait d'avoir ramené Chris Paul, pour moi, c'est un peu l'image d'une phase de formation où, en tout cas, il n'y a pas la volonté de vraiment tester. La présence de Chris Paul met pas les jeunes joueurs totalement dans leur futur costume. Ils s'en rapprochent de plus en plus. Les jeunes joueurs se rapprochent de plus en plus de leur costume, mais ils y sont pas totalement. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à la mettre encore dans formation. Mais je suis d'accord, dans un an, ils sont en confirmation. C'est une certitude. S'ils ne sont pas, c'est qu'il y a un gros problème. Ouais, mais justement, est-ce que l'arrivée de Chris Paul n'est pas au contraire dans une logique de confirmation, là où si tu n'avais pas fait venir Chris Paul et que tu avais mis Stephen Castle directement titulaire au poste de meneur, ça n'aurait pas été de la formation? C'est ça la question que je me pose. Ah, parce que je pense qu'on n'a pas la même définition des termes. En fait. Confirmation, c'est limite, pour essayer de résumer ma pensée, confirmation, c'est que les équipes qui cherchent à gagner. Et je pense que les Spurs, oui, il y a un côté formation, mais la simple présence de Victor Wembanyama déjà obstrue tous les autres jeunes joueurs et les met dans la catégorie 3. Et il y a quand même l'optique oui, tu fais de l'acquisition, mais ok, ça peut faire le 2 en 1, ça peut faire de la formation, mais tu as aussi l'arrière-pensée d'essayer d'augmenter ta compétitivité avec ces recrues. Pour moi, ils sont plus en phase d'acquisition, mais ils sont encore dans les derniers hectomètres de la phase de développement. Pour moi, ils ont changé de nature de phase d'acquisition. Ou en tout cas, ils sont en train de changer de nature de phase d'acquisition. Je pense que leurs prochaines acquisitions, c'est pas des acquisitions nécessairement sur la draft, mais c'est des acquisitions sur les free agency. Je les vois se positionner sur des joueurs pour, dès l'année 3 de Victor Wembanyama, être effectivement dans le top 5 de l'Ouest, en allant chercher un profil complémentaire de ce qu'ils ont déjà formé. Et qui leur permettra de confirmer au plus haut niveau avec de l'expérience. Ce que Chris Paul aujourd'hui n'apporte pas vraiment parce que tout simplement qu'il est dans la 6e étape de sa carrière et que du coup il n'est pas au niveau pour apporter ça. Donc pour moi ils sont encore dans formation. Après c'est pas honteux de les voir dans confirmation effectivement, et surtout en fin de saison ils pourront très bien se retrouver dans le play-in. Surtout vu l'état de l'Ouest, tout est très ouvert et fermé en même temps, donc à voir. Alors moi, ce qui me terrifie, c'est que si vous avez les Spurs au niveau 2,
Vous avez qui au niveau 3? Moi, vraiment, ça me terrifie de savoir qu'il va y avoir 2 équipes au niveau 3 s'il n'y a pas les Spurs. Mais non, moi, non, j'ai mais... 2 équipes au niveau 3. Ouais. Là où je pourrais aller moi, dans j'étais ton plus sens, généreux. Constant, c'est que pour moi, la sortie du niveau 3, c'est la fameuse le moment où tu appuies sur le bouton. Et en fait, je me dis que si les Spurs font une grosse acquisition... Ils sont winners away. Ouais. Donc, Exactement. Donc, il y a de ça. Je vais tordre mes propres règles. On en reparle en février. Il y a un monde où en février, je dis qu'ils sont dans la phase 3. Il y a un monde où c'est eux qui vont chercher Jimmy Butler. Il y a un monde où c'est eux qui vont chercher Jimmy Butler. Et il y a un monde où, à ce moment-là, ça fait basculer le projet. Bon, pas con. Jimmy Butler ou Lauri Markkanen, je sais pas, tu vois, mais un joueur, voilà, tu vois, un joueur. Markkanen, il n'est pas échangeable avant le mois de juillet, donc ça résout la Très bien, ça résout l'équation, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas chercher un top player et ça te fait basculer ton projet. Alors, depuis le début de l'épisode, les gars, j'introduis à chaque fois l'équipe. Il vous en reste combien, ou en tout cas, Constant, tu les avais pas là. Tu en as une seule. Eh ben, allez, vas-y. Constant, je te laisse parler. Tu as qui dans cette catégorie de formation? Du coup, on met les Spurs en niveau 2 formation, on est d'accord. Tu vas me convaincre de tout changer à chaque fois. Ah, t'as vu. Mais... Pour l'instant, c'est moi qui gagne. J'ai 5 équipes dans l'acquisition. Elles sont là. Alors que c'est Constant qui est le plus convaincant. C'est le droit d'aînesse. Mets-les dans formation et je vais voir t'as qui avec et ensuite je ferai mon changement. C'est exactement ce que j'allais... Ah mince, ils sont partis en acquisition. C'est exactement ce que j'allais dire, puisque en fait, la problématique que j'ai, c'est que moi, la dernière équipe que... Alors moi, du coup, j'avais Portland et Utah, et la dernière équipe que j'ai, c'est Toronto, dans formation. Et pour moi, Toronto et San Antonio, la philosophie du front office, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que oui, Toronto, tu as... t'es pas dans l'acquisition de talent, puisque tu as Emmanuel Quickley, tu as RJ Barrett, tu as Scotty Barnes, mais même Jakob Poeltl dans une moindre mesure en termes de joueurs relativement jeunes que tu essayes potentiellement de former, mais eux, leur objectif, c'est pas vraiment de gagner des matchs, c'est que ces jeunes se développent, mais si tu peux perdre des matchs quand même, comme ils sont en train de faire sur ce début de saison, pour avoir un haut pic à la draft, pour le coup, c'est banco. Donc moi, ils sont dans une situation où en fait, Toronto, c'est clairement une équipe qui est dans de la formation de jeunes joueurs, qui essaye potentiellement de hiérarchiser sa deuxième option, même si de par l'absence d'Emmanuel Quickley, la deuxième option, elle est un peu forcée, et c'est même RJ Barrett qui, avec les absences cumulées de Quickley et de Scotty Barnes, se retrouve propulsé en première option. Mais eux, typiquement, ils sont dans de la formation, là où, pour moi, si tu compares San Antonio et Toronto, les velléités du front office sont pas les mêmes et le projet de ta reconstruction, quand bien même Scotty Barnes a déjà été All-Star, il me semble, c'est pas du tout au même niveau. Donc je pense que tu as une équipe qui est dans l'optique de se dire on va former nos jeunes et à la draft on va acquérir du talent supplémentaire, là où les autres sont plus dans une optique, encore une fois, de résultats sportifs. Est-ce que c'est pas les résultats, renverse son argument du début d'épisode, est-ce que c'est pas les résultats qui nous font dire ça? Parce que je pense qu'on a cette discussion il y a 6 semaines et le niveau de Victor, accessoirement, par rapport à l'autre précieux, est-ce que c'est pas ces deux éléments-là qui nous font croire qu'ils sont pas du tout dans la même logique? Parce que je suis pas sûr en soi qu'il y a pas la même notion de développement des jeunes talents à San Antonio comme aux Raptors. Le problème est que c'est pas un problème pour eux en l'occurrence, une des deux équipes a un alien qui peut déjà leur permettre de passer un step, alors que l'autre a un bon jeune joueur, mais pas un truc historique. C'est possible, mais du coup la présence de l'alien, faut la prendre en compte et c'est ce qui te permet pour moi de passer au-dessus. On peut pas passer outre. Greg, j'ai l'impression qu'il y a un effet élastique à San Antonio qui n'a pas encore été complètement activé, ou en tout cas dont on n'a pas encore ressenti le claquement. C'est-à-dire que tu as effectivement la force de traction de Victor Wembanyama qui tire l'équipe, mais le reste de l'équipe n'est pas encore arrivé jusqu'à Victor Wembanyama pour confirmer le projet de l'équipe. Et c'est ça qui me fait laisser, tu vois, le San Antonio dans le projet formation. J'ai les Raptors qui sont aussi dans ce projet-là, mais j'ai l'impression que le projet, de manière générale, est un tout petit peu plus élevé en termes de formation que celui des Spurs. Notamment parce que tu as des confirmations sur qui est Scotty Barnes. Tu sais très bien que ce ne sera pas ta première option, voire même pas forcément ta deuxième option dans une équipe qui a des ambitions de titre. Par contre, tu vois à peu près le profil de joueur que ce sera. Tu as recruté des jeunes qui vont t'apporter de l'animation
offensive, Quickly, Barrett, et qui peuvent te permettre de développer d'autres joueurs à côté. Et puis aussi, parce que ce sont des joueurs qui ont déjà eu des carrières NBA avant d'arriver à Toronto, qui peuvent être des assets tradables à un moment donné de leur contrat. Donc en fait, tu as une sorte de flexibilité dans ton roster qui te permet de un peu tout faire. Soit tu formes ces mecs-là et tu avances avec un projet dont tu sais que les ambitions ne seront pas forcément hyper élevées, soit tu dégraisses un peu à un moment donné pour te projeter soit sur une draft particulièrement bonne, soit sur un free agent particulièrement attirant. Donc, j'avoue que j'ai du mal à classer les Raptors ailleurs que dans le projet formation. Je les mets à côté des Spurs, même si structurellement, la présence de Wembanyama change quand même les deux projets radicalement. Mais oui, pour moi, Toronto, c'est clairement le projet formation, j'allais presque dire par excellence, quoi. Oui. Là où je comprends un peu l'argument de Constant, c'est que si on reprend, ça ne se passera pas, mais suivez-moi dans l'idée, dans le théorique. Si demain les Raptors font Jimmy Butler, on parle de changement de projet. Alors que si demain les Spurs font Jimmy Butler, on parle d'accélération de projet. Oui, absolument. C'est là où je comprends la différence que tu veux mettre en avant, Constant. C'est qu'en gros, s'il y a, et c'est la théorie et la présence de Victor qui fait ça. Ça veut dire, Constant, je me permets d'avancer, les gars, que tu as les Pistons dans la catégorie confirmation aussi. Oui. Vas-y, je te laisse enchaîner. Parce que c'est une équipe qui cherche à gagner. C'est pas une équipe qui est dans la catégorie formation, c'est une équipe qui, encore une fois, comme j'ai dit pour les Spurs, avec les mouvements de l'intersaison et notamment l'arrivée de Tobias Harris, n'est pas là dans une optique de former, c'est une optique de retrouver au plus vite de la compétitivité, tout en espérant que Cade Cunningham se développe bien, que Jaden Ivey se développe bien, mais tu vois, c'est là où c'est un peu ma problématique aussi de mettre des équipes, même si Toronto a Scottie Barnes, de mettre des équipes qui ont un joueur calibre All-Star dans le tier 2 formation. Pour moi, du coup, il faut remettre en parallèle avec les autres équipes que j'avais mis moi de mon côté au niveau 2. Tu vois, j'avais Portland, Utah et Toronto. Et du coup, il y avait une nette démarcation entre le niveau 2 où tu avais des joueurs sur lesquels tu avais quelques incertitudes, quand bien même tu as Scottie Barnes, et le niveau 3 où tu avais des joueurs qui, pour toutes les équipes que j'ai classées, ont un joueur qui est au moins calibre All-Star, voire calibre All-NBA. Et du coup, ça changeait un petit peu ma perception. Pour moi, oui, Détroit n'est pas dans une optique de formation, Détroit est dans une optique de remporter des matchs, et la formation, c'est bien si elle vient avec, mais c'est pas forcément l'objectif premier. Tu vois, je suis pas convaincu que Détroit ait pour objectif de laisser se former Ozar Thompson et dans l'objectif de laisser se former Ron Holland. Non, ils sont dans l'optique de on va remporter des matchs, même si on doit donner 33 minutes à Tobias Harris, on va essayer de remporter des matchs et de retrouver potentiellement le play-in de la conférence Est le plus rapidement possible. Greg, j'imagine que tu les as au niveau 2, du coup c'est Pistons. Oui, je les ai dans formation parce qu'en fait, je peux pas imaginer qu'une équipe se dise « let's go » avec cet effectif-là. C'est juste, je peux pas. En fait, je peux pas par compassion parce que en réalité, tous les arguments que vient d'employer Constant sont justes. Et j'aurais du mal à lui dire Constant, je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai, tu vas chercher Tobias Harris, tu vas chercher Hardaway Junior, etc. Bon, ok. Malik Beasley, qui par ailleurs fait plutôt une bonne saison, mais il fait toujours un bon début de saison. Ta rotation au poste 5, c'est très compliqué. Jaden Ivey, on ne sait pas. Et Cade Cunningham, on a encore des interrogations sur les impondérables du basket. Alors, ok, ça va beaucoup mieux cette saison et peut-être on peut... de moins en moins. De quoi ? Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins et c'est ce que j'allais dire. Du coup, on peut peut-être arrêter de stigmatiser Cade Cunningham, notamment sur la question de son efficacité. Par contre, on peut toujours le faire sur son premier pas, ça bougera pas. Mais quand tu tires à 40% à 3 points sur le volume qu'il a, à voir si ça tient, mais bon, le premier pas. Bon. Exactement. Du coup, Cade Cunningham a répondu à ces interrogations, mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, il est trop seul et isolé dans ce projet pour qu'on puisse mettre ce projet dans confirmation. On est dans une NBA aujourd'hui où le niveau de talent médian a nettement augmenté et où avoir un seul joueur de calibre All-Star ne suffit pas, à mon avis, pour être dans le tiers confirmation quand on est une équipe sur un nouveau projet, quoi. Donc, tu vois, Toronto, tu rajoutes un All-Star, tu as déjà Scottie Barnes qui est à peu près dans ce calibre-là. Donc, tu te dis, bon, eux, ils sont capables de passer le tiers suivant.
Du côté de San Antonio, tu as Wembanyama qui est All-Star et tu as potentiellement un Devin Vassell qui peut l'être également. Ou Stephen Castle dans les 2 ou 3 ans qui arrive si ça se développe aussi vite que les promesses qui sont envoyées depuis le début de la saison. Mais moi, je vois pas ça à Détroit pour l'instant. Tu vois, je vois pas un joueur dans cet effectif, hormis Cade Cunningham, qui a des prétentions à être All-Star. Du coup, j'ai du mal à les mettre dans le tiers confirmation. C'est tout ce que je leur souhaite, par contre, parce que le gros truc avec eux, c'est que vraiment, ils sont à la peine depuis des saisons et des saisons et des saisons. Ils devraient être dans le tiers confirmation depuis au moins une saison. Malheureusement, ils y sont pas et ils enchaînent les saisons vraiment, vraiment très difficiles d'un point de vue frustration et pour la fanbase. Donc moi, je leur souhaite l'an prochain d'être dans l'onglet confirmation sans aucun regard en arrière, quoi. Mais le point, je vais reprendre le point de Ben. Si jamais Détroit fait un gros trade où ils envoient plein de pics de draft, on dit pas ils changent de projet, on dit ils accélèrent pour essayer de mieux entourer Cade Cunningham. C'est pour ça, les gars, que ça va vous paraître fou. C'est pour ça que moi, j'ai les Pistons dans confirmation pour une seule idée, c'est que ils sont en phase de confirmation parce que, et tu l'as dit, Greg, ça fait depuis 1904 qu'ils sont en reconstruction, en fait. Oui. Donc du coup, le move, c'est là où pour moi je ferai une distinction entre un move à la Chris Paul à la marge, qui est un vétéran que tu vas faire jouer peut-être de manière sporadique, que tu fais beaucoup jouer, mais c'est pas le move que celui qui a été fait de ramener Tobias Harris. C'est une logique totalement différente, je trouve, et ça, c'est une logique d'équipe qui veut gagner des matchs, en fait. Alors là, on arrive dans la limite parce que il y a d'un côté, c'est ce que tu as mis en avant, Greg, il y a l'état de l'effectif. Est-ce que avec l'effectif actuel, on est rassuré par le fait qu'il soit potentiellement en confirmation? Non, mais tous les indicateurs sont ceux d'une équipe. Malik Beasley, Tobias Harris, c'est une équipe qui est en confirmation, quand bien même il y a des questions sur le développement des jeunes joueurs, et on le voit, il y a des questions qui traversent la fanbase des Pistons sur le développement d'Ozark, le 5 majeur qu'il faut avoir. Enfin, quand tu te poses une question sur le 5 majeur plutôt que quels sont les joueurs qu'on doit développer dans le 5 majeur, pour moi, c'est déjà que tu as un pied dans la confirmation. En fait, mais c'est terrible, parce que ça voudrait dire qu'ils en sont déjà là, avec cet effectif-là. Tu vois, qu'est-ce que ça dit? Ouais, vous avez peut-être raison. J'accepte volontiers, hein, c'est de très bons arguments. Je vais les laisser dans formation, mais je pense vraiment que c'est par compassion. Parce que j'ai pas envie de me dire que ce projet, il est déjà en train d'essayer de se confirmer et d'avoir des ambitions de play-off, quoi. Tu vois, je peux juste pas me résoudre à ça aujourd'hui, quoi. En fait, je pense que la différence au niveau des catégories, enfin de la formation de notre tier list à toi et à moi, Greg, c'est que j'ai beaucoup plus raisonné dans la manière dont je pense que le front office de ces équipes raisonne, là où toi, tu me sembles avoir un peu plus raisonné dans ton niveau de confiance, on va dire, dans la reconstruction de ces équipes. Je pense. Un peu les deux, en fait. On a 10 équipes, là. Mais j'ai peut-être un biais à pas vouloir mettre en confirmation des équipes dans lesquelles j'ai beaucoup de mal à en croire en leur projet, quoi. Là, à l'instant T, tu vois, Détroit, si c'est ça leur projet, waouh! Dur, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Je vous aime, Greg, hein, la fanbase de Détroit, je vous kiffe. Je passe un bonjour à tous les gars de Détroit avec qui je parle quotidiennement sur les réseaux. Là, si vous êtes dans l'onglet confirmation, les gars, je vous laisse discuter avec Constant. Ilias qui va nous sortir 2-3 punch, je pense, à l'écoute de ce passage. Greg, est-ce que tu as une autre équipe dans cette catégorie formation? J'en ai 14 autres. Non, attendez. Dans la confirmation, j'ai les Spurs. Désolé, mais ça fait bizarre d'avoir les Spurs en formation et les 3 en confirmation. Hein, je suis désolé. Hein. Ouf, hein. Ouais, je reste sur mon argumentaire, hein, mais je suis désolé. C'est pour ça que moi, j'ai les Pistons en formation. En fait, c'est la représentation qu'on a sur notre logiciel d'enregistrement est très très bonne parce que je suis au milieu. Oui, en fait. Absolument. J'ai pris un peu de Constant, un peu de Greg et je l'ai faite, je suis désolé. Ouais, ce qui du coup fait pas vraiment au milieu. Hein. Fait que ça peut être un peu bizarre. Du coup, Greg, t'as dans ce tiers acquisition, j'ai les Raptors, les Pistons et les Spurs. Ok. Alors. Enchaînons. Et là, ça devient, ça devient rigolo, mon Constant. Et alors là, c'est là où on voit que Greg a des biais pour les équipes qu'il aime bien, parce que va falloir m'expliquer, Greg, comment tu peux avoir les Spurs au niveau 2 et avoir les Hornets au niveau 3. Ouais, moi j'ai les Hornets au niveau 2, hein, Greg. Vous avez les Hornets au niveau 2 Alors, non, moi j'ai les Hornets au niveau 3, mais je comprends pas comment tu peux avoir San Antonio en 2 et Hornets en 3.
Simplement parce que les Hornets, je pense que Brandon Miller, potentiel All-Star d'ici 2 ans, et la Melo Ball l'a déjà été. La Melo Ball, il est dans sa cinquième année. C'est un des meilleurs guards à l'Est, et qui a des problèmes dans son jeu. Il y en a, il n'y a pas de problème. Le projet général des Hornets me paraît bien mené, honnêtement. Ils ont des gros problèmes de blessures, mais ils ont des rotations, notamment, je trouve, des rotations sur le poste 5 qui sont hyper intéressantes et des choix qui ont été hyper intéressants, à savoir Mark Williams et Diabaté, qui doivent se développer encore et encore. Mais pour moi, les Hornets, si on se souvient bien, dans les premières années de la Melo Ball, ça a fait des enchaînements de matchs avec des 4 victoires, 5 victoires d'affilée et des bilans très corrects où c'était au-dessus du play-in. On se souvient pas de ça parce que la Melo Ball a été blessé les 3 quarts de sa vie. Mais quand il est présent, ce mec fait vraiment passer une dimension à son équipe. Tu me diras, Victor Wembanyama aussi. Mais pour l'instant, Victor Wembanyama n'a jamais été classé au-dessus du play-in dans sa carrière. La Melo Ball a déjà fait ça. Simplement parce qu'il est Alors, pas au-dessus du play-in. Hein. Alors, non, mais pas pendant toute la saison et pas jusqu'à la fin de la saison. Sur les périodes où il a joué, après, malheureusement, il s'est blessé. Mais pour le coup, moi, je trouve que les Hornets sont au niveau confirmation parce qu'ils ont pour moi l'effectif général pour confirmer leur projet. Et je pense que c'est leur première saison où ils se disent, OK, on a le cadrage 1, 3 et 5, donc, ou 1, 2 et 5, la Melo Ball, Brandon Miller, Mark Williams. Autour, on a des pièces qui sont construites pour aller avec. On va voir ce que ça donne et peut-être qu'on va dégager les Grant Williams, les Miles Bridges, etc. On leur souhaite d'ailleurs. Mais pour moi, ils sont dans ce truc confirmation. Néanmoins, si vous les mettez dans l'onglet confirmation, j'ai pas de problème non plus. Parce que finalement, c'est les plus bas dans la confirmation. Évidemment, ils sont pas du tout au niveau des équipes dont on va parler après. Mais moi, je les mets ici. Et franchement, j'ai vraiment essayé de faire sans biais. Mais ça fait plusieurs saisons que je suis ces Hornets. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, parce que j'ai pas d'affection particulière pour la Melo Ball. Mais allez savoir pourquoi. et moi, je les mets dans confirmation. Par contre, clairement, un peu à la façon de Détroit, mais en moins catastrophique, c'est pas forcément un projet confirmé qui peut avoir des ambitions très hautes en l'état. Je vais poser une question, Ben. Est-ce que, tout simplement, pourquoi on met Détroit et on met Charlotte dans confirmation? C'est parce qu'ils jouent dans la conférence Est. J'allais te dire ça. J'allais dire ça d'abord. C'est un très bon argument. Tu as raison là-dessus. Ils jouent dans la conf Est. Il y a la conf Est. Et en Alors fait, que tu mets San Antonio dans la conf Est, ils sont en confirmation. Ils sont plus qu'en confirmation. Ils sont top 3 NBA. Ouais, mais du coup, tu vois, ça influence aussi les décisions du front office. C'est ce que j'ai enfin compris, l'idée que j'avais derrière la manière dont j'ai catégorisé les équipes. Moi, c'est que je pense que dans la phase formation, il y a pour moi, je vais faire une métaphore de conduite. J'ai raté mon permis, entre parenthèses. Je suis peut-être du coup pas la bonne personne pour faire ça. Mais du coup, pour moi, tu vois, quand tu es au niveau 2, tu commences t'as la main sur le levier de vitesse et tu commences à montrer certaines attentions. Et le niveau 3, c'est celui où tu commences à vraiment peut-être passer la vitesse et tu passes totalement la vitesse quand tu fais la phase d'explosion. Voilà. Et selon moi, à l'heure actuelle, les Hornets sont encore en phase numéro 2, tout simplement parce que quand je reprends certains de tes arguments, Greg, il faut attendre 1 ou 2 ans pour un développement de Brandon Miller. Bah, c'est un peu du développement, en fait. C'est un peu du développement de jeunes joueurs qui doit... Et t'as peut-être là où ton option numéro 1 est peut-être développée, elle, le reste de tes jeunes joueurs ne l'est pas. Et là où j'ai tendance à aussi mettre les Hornets, qui selon moi ne sont pas dans cette phase de confirmation encore, c'est que contractuellement, ils sont pas face aux mêmes problématiques que les Hornets, du fait que, tu l'as dit, la Melo a déjà touché au play-in, mais a touché au play-in dans une autre itération de l'équipe. Donc, ce qui fait qu'en fait, la Melo est déjà, contractuellement, il n'est pas dans la même situation que les Pistons l'ont pu être avec Cade, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas la notion de on va devoir re-signer nos jeunes talents maintenant, on va devoir prendre des décisions maintenant. Enfin, la prochaine grosse décision des Hornets sur un jeune talent, c'est quoi? C'est Brandon Miller. Mark Williams. Et Mark Williams, s'il rejoue un jour dans sa vie, s'il joue plus de 10 matchs dans une saison. Mais là où, tu vois, les Pistons, ils ont des problématiques très très concrètes, très très rapidement, que ce soit Jaden Ivey, etc. Donc c'est pour ça où moi j'ai un peu changé mon fusil d'épaule en mettant les Hornets dans la catégorie formation, parce que pour moi le front office n'a pas encore à ramener un Tobias Harris par exemple, en disant bon bah on structure mieux l'effectif pour mettre un vétéran par exemple. Grant Williams quand même.
Ouais, mais c'est dans le trade, c'est en trade. Non, c'est en signature free agency, je sais plus. Non, c'est récupéré dans le trade PJ Washington. Ah, c'est ça. Mais alors, on arrive à citer PJ Washington dans tous les épisodes. Ouais, le Thunder Killer. Mais non, mais là pour le coup, c'est moi qui vais jouer l'arbitre entre guillemets. Moi, ils sont, du coup, vous l'aurez compris, ils sont dans confirmation parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui cherche à gagner. Alors après, on a confiance ou pas dans le, tu vois, Greg, tu parlais du fait qu'ils avaient leur axe 1-3-5 ou 1-2-5 avec la Melo, Brandon Miller et Mark Williams. Il y a énormément de questions à se poser sur cet axe-là et surtout sur la santé de cet axe-là, parce qu'entre la santé de la Melo Ball et la santé de Mark Williams, c'est quand même assez catastrophique, on va être très honnête. Mais pour moi, ils sont pas dans une hiérarchisation comme ça peut être le cas du côté de Portland, comme ça peut être le cas du côté de Utah et comme ça peut être le cas du côté de Toronto pour reprendre les équipes que moi j'avais dans mon niveau 2 formation. Ils sont déjà dans une hiérarchie qui est assez claire. Alors après, encore une fois, c'est pareil que pour Détroit. Est-ce que le niveau de confirmation est élevé? Non. Mais pour moi, il reste dans cette optique on va essayer de confirmer avec les joueurs qu'on a et essayer de remporter des matchs, essayer de retrouver la compétitivité. Parce que eux aussi, un peu comme Détroit, sont forcés d'être meilleurs. Parce que franchement, Charlotte, ouais, ok, ils ont fait 2 fois le play-in. Mais en fait, depuis qu'ils ont fait 2 fois le play-in, il y a déjà eu la draft de Brandon Miller en 2. Donc, ils sont déjà passés par un semi-processus de reconstruction forcé de par les blessures. Donc, c'est déjà un projet différent d'il y a 2 ans et ils sont déjà dans une optique pressée un peu par le temps de remporter des matchs parce que potentiellement, on arrive dans des saisons, et j'aime pas dire ça pour des équipes en reconstruction parce qu'on l'a souvent taxé au KC, mais où tu as un joueur comme la Melo Ball qui est un joueur All-Star, potentiellement un joueur All-NBA et que tu as une nécessité de vite retrouver des places de meilleure qualité dans la conf. Ce qui n'est pas le cas pour Toronto avec Scottie Barnes, ce qui n'est pas le cas avec Portland, ce qui n'est pas le cas avec Utah. Eh bien, gardons peut-être en suspens la décision sur les Hornets ou est-ce on qu'il y a 2 contrats. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, vous allez la mettre. Hop là. Confirmation. Mais du coup, je m'oppose à. Du coup, ça me met tout en. Comment dire? Là, du coup, je suis plus d'accord avec rien. Parce que là, du coup, le fait. Le nihiliste. Ouais. Bref. J'y pense, les gars. On a parlé depuis le début on en a parlé en off de 10 équipes. J'en vois 9. Est-ce qu'on a tous, et pas toutes, la 10e, la même? Qui est ta 10e équipe, Greg? Moi, c'est les Houston Rockets. Constant? Moi, j'en ai 11. Mais en soi, les 2 équipes dont on va parler, pour moi, sont limite plus dans la catégorie. On va être honnête. Disons que... seraient quasiment même plus dans la tier list. Alors, honnêtement. Surtout Orlando. J'avais 10 équipes au tout début, mais j'en ai 11 parce qu'on a eu une petite discussion entre-temps et que j'ai dit OK aux arguments très convaincants que vous m'avez évoqués. Donc, on peut aussi parler du Magic, du coup. Les Houston Rockets, c'est le Magic. Et je suis d'accord avec Constant, je te rejoins 100% là-dessus. C'est les équipes qui sont en confirmation parce qu'elles ont déjà confirmé. Ou alors, elles sont déjà en train de confirmer. Elles ont déjà mis un premier coup de tampon, notamment le Magic l'an dernier avec les playoffs, et Houston sur ce début de saison relativement impressionnant, en tout cas en défense, dans une conférence Ouest où la bataille est très très difficile, même avec des blessés. Donc pour moi, ça reste des projets en confirmation, mais c'est de loin les projets qui confirment le mieux sur les 20 premiers matchs de cette saison. Ils sont plus là dans 1 an, quoi. Il y a intérêt pour eux. Ils sont déjà peut-être plus là dans 20 matchs. Donc, oui, c'est ça. Ouais. En fait, ils sont dans la situation d'Oklahoma City fin 2023. Non. Je le dis, non, ils sont pas. Non mais si avec Shagedius Alexander. Et, je compare pas le talent, Constant. Je compare pas au talent. Je parle dans la formation de ton groupe, l'idée que tu as un groupe qui peut aller loin et que tu peux faire des ajustements, etc. Après, effectivement, des équipes qui ont Nikola Jokic ou qui ont Luka Doncic et chez Gilgeous Alexander, il y en a que 3. Donc il peut pas y avoir les autres. Et je suis d'accord avec toi, à Houston, il n'y a pas un joueur qui est au niveau de chez. Néanmoins, je pense qu'ils sont structurellement, tu vois, au niveau de là où était Oklahoma City il y a 2 ans, quoi. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, j'attends de voir encore. Mais Constant dire un truc positif sur Houston, challenge.
j'ai dit des trucs positifs dans le 4 quarts, j'ai dit des trucs positifs sur Ahmed Thompson, j'ai dit des trucs positifs sur C'est vrai, Tarizon. J'attends de voir malgré tout, parce que tu vois, il y a 1 an et demi, OKC termine first seed de la conférence Ouest. Là où Houston, En 2022. malgré 2022. bah ouais, mais tu vois, c'est un peu toute la problématique de Houston, c'est que Houston, en fait, l'an dernier, ils font 41-41, tu te dis, bah ils sont sur les mêmes temps de passage qu'OKC sur la 22-23, OKC fait 40-42, sauf que l'année d'après, OKC est first seed, là où Houston, même s'ils font un bon début de saison, et ça sera potentiellement séquencé, je maintiens que Houston, pour moi, ça reste une surprise s'ils ne passent pas par play-in pour se qualifier en playoff. S'ils terminent top 6, j'attends vraiment de voir sur l'intégralité d'une régulière si Houston est capable de maintenir le rythme et si la défense met le rebond offensif et leur fait remporter, allez, plus de 45 matchs. Je pense que 47-48 wins, ça va être un peu la zone pour t'extraire du play-in. J'attends vraiment de voir. Le OKC fait first seed l'an dernier. Et pour moi, il y a une différence. En fait, ce que je trouve rigolo avec Houston, c'est qu'il y a limite certains arguments pour les mettre au niveau 2, formation, sur l'aspect hiérarchisation. Oui, C'est-à-dire ouais. que, t'as Şengün, mais c'est quoi la hiérarchie des jeunes derrière? Est-ce que c'est Jabari Smith? Est-ce que c'est Ahmed Thompson? Est-ce que c'est Tarizon? Enfin voilà, il y a encore Jalen Green, bien sûr, que j'oubliais, mais il y a encore un aspect hiérarchisation du côté de Houston que je trouve rigolo. Et pour revenir un petit peu sur le fait que Orlando ne pourrait presque ne plus appartenir dans cette tier list, encore une fois, c'est la conférence Est, quoi. Parce que je pense que vous mettez Houston dans la conférence Est l'an dernier, ils font les playoffs. Et du coup, pour moi, cet aspect qui me fait dire, ouais, Orlando, ils ont potentiellement plus grand chose à faire là, c'est qu'ils ont eu l'approbation de playoff l'an dernier, parce qu'ils étaient dans la conférence Est. Si Houston jouait dans la conférence Est l'an dernier, ils auraient peut-être eu l'approbation playoff, et du coup, j'aurais eu le même raisonnement. Donc, on va mettre les deux, mais ouais, très honnêtement, ils sont dans une situation où, ils sont vraiment, ils ont un pied sur la porte exit, ils ont déjà un pied dehors. La raison pour laquelle moi j'avais pas le Magic de base, c'est tout simplement parce qu'ils ont validé le côté hiérarchisation dont tu as parlé et alors c'est à la marge, hein, mais un move comme KCP, pour moi ça d'abord valide ta hiérarchisation. C'est-à-dire que tu ramènes un mec qui va être complémentaire des joueurs que tu as hiérarchisés. Et deuxième chose, et je te rejoins complètement, c'est la dernière partie, Constant. Certes, les Rockets ont amené des joueurs, Fred VanVleet, etc., il y a quelques années, mais c'est pas la même logique que celle de KCP, dans le sens où c'était aussi dans une logique de développement de joueurs. Vite gagnant des matchs. Exactement. Alors que c'est pas la même logique de KCP, c'est un joueur que tu viens ajouter pour combler des manquements que tu as estimés en vue d'une équipe qui a des ambitions. Donc pour moi, le processus et l'idée derrière est un petit peu différent. Donc j'avais tendance à pas mettre Orlando là, mais je suis totalement d'accord avec toi, Constant, pour dire que, et c'est assez logique, la conférence a un poids majeur dans les décisions des front office. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, ou est-ce qu'on termine par peut-être la partie qui est peut-être la plus intéressante de tous, pardon. Je suis désolé, mais il y a une équipe, moi, qui me pose énormément de problèmes et dont j'ai l'impression qu'on va pas parler. Que fout Atlanta? Genre, tu les mets où? Oui. Où est Atlanta? Ils sont en confirmation, ils sont en formation, ils sont en acquisition, incroyable. il y a danger. Je n'ai aucune idée d'où foutre Atlanta. Parce qu'en soi, Atlanta, tu pourrais dire, avec le trade de Dejounte Murray, ils sont dans une phase où tu remets Trae Young au centre du projet, mais t'es dans de la formation parce que t'essayais aussi d'hierarchiser derrière avec Jalen Johnson, puis t'as eu Zachary Risation 1. Je ne sais absolument pas où foutre Atlanta. Et quand on voit le graphique là des équipes restantes, il y a des équipes qu'on va citer en danger, et tout le reste, c'est des équipes qui ont un minimum, qui jouent le titre ou qui ont un objectif. Voilà, des prétentions. Atlanta, je sais pas où les mettre. En fait, le truc d'Atlanta, c'est qu'ils représentent les équipes qui ont eu un projet et qui se sont posé des questions sur ce projet parce qu'ils ont bien vu qu'ils iraient pas au bout avec et qui essaient de rebattre les cartes sans passer par la case reconstruction. Ils ont toujours un joueur qui est All-NBA-ish, en la personne de Trae Young. Alors, je dis ça en présence de Ben. À tout moment, je peux quitter d'un Dunkeldo, les gars. Il y a moi aussi, hein, parce que Ben et moi, sur le 4 Trae Young, on a un petit passif. Mais disons que voilà, l'héliocentrisme, tout ça. Donc, le 84 de FG+, pardon.
Pardon, Mais en excusez-moi. tout cas, ils ont un joueur, disons qu'il y a en tout cas un rayonnement dans leur attaque et dans, je pense, n'importe quelle attaque NBA. Et je pense qu'ils avaient vraiment un projet fort autour de lui, mais il s'est passé des choses pendant leur confirmation, justement, et notamment avec les cas d'Andre Ayton, Onyeka Okongwu, etc., qui n'ont pas finalement suivi la courbe de progression qui aurait permis à ce projet de décoller. Et Mais aujourd'hui, qui ils sont sont en toujours là. train. Ouais, et de quoi? Et qui sont toujours Ouais, là. et qui Enfin, sont bref. toujours là. Et aujourd'hui, les Hawks essaient de retool autour de réoutiller autour de Trae Young, et notamment avec l'arrivée de Dyson Daniels, qui est pour le coup un bon choix. Donc, le retooling, le réoutillage autour d'un franchise player, c'est une Salut, étape Tom. qui, pour moi, est après la confirmation. Là où c'est un réoutillage bizarre, c'est que en quoi tu réoutilles quand tu transfères pas ton franchise player, Onyeka Okongwu, DeAndre Hunter, Clint Capella? En quoi c'est un réoutillage en Mais fait? le Tu marché, trades juste la deuxième le option. marché est tellement difficile. Ce qu'on a dit sur les Bulls avec Zach LaVine et avec parce que et avec C'est Vucevic, pas pareil. bah c'est le Tu vois, contrat de Capella, c'est le même que celui de Vucevic, c'est 20 millions l'année. C'est très difficile aujourd'hui pour des équipes qui auraient des ambitions et qui pourraient être intéressées par faire de ces joueurs des role players dans leur équipe, d'aller chercher des mecs qui te prennent 10-20% de ton cap space pour sortir du banc, tu mais pour moi, c'est parce qu'en fait, t'as encore les reliquats de ton ancien projet vois. qui Oui, sont là en fait. absolument. C'est ça le C'est le Et problème. c'est très Donc moi, difficile de s'en défaire avec le nouveau CBA, je trouve. parce que pour moi, la question, c'est pas tellement Capella, c'est Okongwu et Hunter. Qu'est-ce qu'ils font Ah encore ouais. là, Onyeka Okongwu et DeAndre Hunter? C'est pour ça, Constant, pour répondre à ta question, très bonne question. Moi, je les mets au niveau 2. C'est-à-dire que pour moi, ils ont leur franchise player, mais ils sont en formation parce que Jalen Johnson est en formation, Zachary Rijassé est en formation, Dyson Daniels est en formation. Quand peut-être, on va dire, 3 de tes 6 meilleurs joueurs sont en phase de formation, quand bien même ta première option est un joueur confirmé en NBA, tu es en phase de formation. Donc ça veut Mais dire qu'avant l'arrivée de Kyrie Irving à Dallas, tu aurais mis les Mavs dans ce tiers-là? non, parce qu'on n'est pas sur le Non, et même puis Dallas, ils font catégorie de finale joueurs. de conf l'année d'avant. Moi aussi, Ouais, ok. C'est vrai, accessoirement. ok. Mais très bonne question Atlanta. Constant, on va peut-être terminer avec Il y a danger. Alors c'est quoi Il y a danger? On parlait de Air Crash, très bonne émission. Du coup, on en parlait avant l'enregistrement. Du coup, surtout pas regarder si vous prenez l'avion bientôt. Les équipes en danger, c'est très simple. C'est des équipes qui pourraient se retrouver dans cet épisode dans un an et probablement au niveau 1. Alors, on va mettre Atlanta, on va créer une catégorie Atlanta à la fin de l'épisode, Constant, pour Atlanta, du coup. Et alors, dans Il y a danger, et les gars, allez, Greg, on n'a pas parlé d'Atlanta. Greg, tu mettrais qui dans Il y a danger, du coup? Bah, les Pelicans. Les Pelicans, il y a gros danger. Il y a très, très, très gros danger. T'as un joueur qui a un potentiel dont on a du mal aujourd'hui à voir l'étendue parce que on se disait, oui, il va être MVP, ça va être un top 5 NBA, etc. Évidemment, je parle de Zion Williamson. Je parle pas de CJ McCollum, tout le monde l'aura bien compris. Je parle de Zion Williamson. On se disait ça, et puis finalement, chaque saison, il se passe quelque chose au niveau de la santé, au niveau de l'extra sportif, au niveau de la santé mentale, et puis finalement, en miroir, au niveau de la structure même de la franchise des Pelicans, c'est de sa manière d'aborder ces problèmes-là. C'est très compliqué pour eux. En termes de jeu, ils ont eu du mal à faire évoluer ensemble Brandon Ingram et Zion Williamson. Ça n'a jamais prouvé beaucoup de choses. Ton option numéro 1 dans le guard play, c'est CJ McCollum. Voilà, moi, c'est une équipe où j'aurais... alors aujourd'hui, c'est des Dejounte Murray. Je te vois dodeliner. Cher Constant, tu as raison, c'est des Dejounte Murray. Et du coup, honnêtement, franchement, Constant, la question est la même. La question est la même, du coup. Si la question que je pose sur CJ McCollum, je suis capable de la poser sur des Dejounte Murray. Mais... Un peu moins. Hein? Un peu un moins. poil moins, mais c'est... Enfin bon. Non, c'est pas suffisant. Voilà, exactement. En fait, tout ça pour dire que ce projet, à mon avis, il est resté dans la formation. Il a jamais su vraiment aller à la hauteur des ambitions que tu peux avoir quand tu draftes Zion Williamson. Moi, je serais très très pour faire sauter le bouton rouge, d'appuyer sur le bouton rouge pour cette franchise et que ça reparte sur de l'acquisition.
est-ce qu'ils sont pas condamnés à aller dans la catégorie Atlanta Hawks, les gars? C'est-à-dire que en soi, est-ce que tu vas pas, pour moi, ça me semble irréaliste de trader Zion. C'est-à-dire que c'était très bien dit dans un article de The Athletic récemment. En gros, le passage où tu trades Ingram et Zion semble improbable, mais de l'autre, t'as pléthore de role-players auxquels tu pourrais donner quand même de l'importance. On pense bien évidemment à Herb Jones. Moi, on pourrait totalement aller dans une situation à la Atlanta où tu trades ton deuxième meilleur joueur qui est Brandon Ingram et tu gardes l'ossature et tu maquilles ça en retooling, même si en fait, t'as juste changé la peinture d'une pièce, en fait. T'as pas totalement réoutillé. Ouais, sauf que la différence, c'est que Trae Young est disponible et pas le cas de Zion. Ah, c'est ça le truc, quoi. Et puis bon, je veux bien que Herb Jones et Trey Murphy ce soit mieux que DeAndre Hunter, mais si t'as pas Zion, ton projet il tient pas debout, quoi. Donc, vous croyez, allons plus loin, allons au bout. Vous croyez au trade de Zion dans les 12 mois? Non. Non, Moi, non, je mais crois pas. à cause des autres équipes. Mais comme il est jamais là, ça change pas grand-chose de toute façon. Moi, je crois à une fin de contrat, c'est ça le problème. Tu vois, je crois à une fin de contrat et je vois pas les Pelicans lui reproposer un contrat. Ou alors, ça voudrait dire qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent le trader ou qu'ils acceptent de le trader contre rien. Je sais pas, c'est dur. Hein. Et puis il y a des clauses pour, il y avait des clauses pour que les Pels puissent couper Zion à moindre coût s'ils n'atteignaient pas certains objectifs de match joué et de poids. Donc Absolument. Ouais. attention. Hein. Mais non, je pense encore une fois, faut remettre en perspective de la conférence, c'est-à-dire que moi je comprends pas, très honnêtement, je comprends pas pourquoi les Pels, là encore une fois on est le 14 décembre, les Pels, on va être très honnête, ils sont out de la course en playoff. Ils sont out de la course. Ils sont en 5-21, ils remonteront jamais. Je comprends pas en fait comment tu peux encore faire jouer des... Alors qu'on est à la mi-décembre, c'est terrible. Je comprends pas comment tu peux encore faire jouer des gens de Temeré. Encore faire jouer CJ McCollum. Brandon Ingram, la question se pose plus puisqu'il est blessé. Mais je comprends pas comment tu peux encore faire jouer ces joueurs-là alors qu'on est qu'à la mi-décembre, tu as joué 25 matchs. Mais la conférence Ouest fait que ils pourront être dans de l'acquisition de par le fait que même en faisant jouer des vétérans, tu es trop mauvais pour pouvoir atteindre un niveau de play-in ou même atteindre la 12 ou la 13e place de la conférence Ouest. Donc je pense que c'est une équipe qui peut bénéficier entre guillemets de l'absence de Zion pour bénéficier d'un haut choix de draft à la prochaine draft, ce qui ne sera pas le cas des Hawks typiquement, puisque Trae Young, à défaut d'être extraordinaire, est au moins présent et en plus ils ont d'autres joueurs à côté qui sont intéressants. Ils ont eu dans une conférence qui est beaucoup plus faible, mais effectivement je pense que en fait, c'est difficile parce que de voir les Pels en y a danger parce que ils ont ramené un move entre guillemets de confirmation il y a 6 mois avec des gens de Temeré. Et du coup, ça paraît assez contradictoire de faire un move il y a 1 an qui est un move de confirmation ou en tout cas un move d'essayer de te renforcer pour l'année d'après parce que ça se passe mal, t'as des blessures, passer pas en full rebuild mais en retooling assez sévère quand même. Donc moi, je les mets en y a danger parce que je pense qu'il y a vraiment danger. Je pense que déjà Brandon Ingram est parti. Hein, on va être très honnête, Brandon Ingram il sera soit échangé, soit il signera en tant qu'agent libre. Mais à partir du moment où tu prolonges Trey Murphy, tu sais pertinemment que Brandon Ingram n'aura plus de futur du côté des Pelicans. Après, encore une fois, je pense que ce qui peut les mettre dans y a danger, c'est la condition physique de Zion. On va être très honnête. Et du coup, la condition physique de Zion, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, c'est un peu ce qui détermine leur place dans le classement. Et du coup, moi, j'y crois pas, donc il y a danger. On peut dire qu'il y a danger, c'est, si on essaye de traduire ça, parce que c'est la seule catégorie pour laquelle j'ai pas fait d'explication, il y a danger pour le projet actuel. On va dire ça comme ça. Sur le bord du précipice, quoi. Ouais. Alors moi, je suis très intrigué, parce que c'est une catégorie où j'avais, du coup, les Bulls, parce que c'était un peu de la sémantique, et j'avais les Pels. C'est tout. Vous avez qui d'autre, du coup? Moi, j'ai les Clippers. J'ai pas les Clippers. Alors moi, j'ai les Clippers parce que ça joue super bien cette saison. Pas de problème. Cette saison, c'est impressionnant. Personne ne les voyait là. Je veux bien qu'il y ait un mytho qui me dise « Moi, je les voyais là, mais frérot, je te crois pas. » Moi, je les voyais pas là. Personne ne les voyait là. Et le seul truc, c'est que j'ai l'impression que c'est le champ du cygne. Kawhi, c'est très, très fragile. Il y a une armée de free agents qui font super bien, de n'importe quoi, de role-players qui font super bien leur boulot. Mais James Harden, tu l'as dit Constant, la semaine dernière, je crois, au stade numéro 13 de sa carrière. Tu avais dit 4, mais j'exagère, tu me connais. Je crois que c'est Matt qui avait dit c'est ça. Matt Mais, non, c'est pas. Je crois qu'il me semble. Ouais, bref. Ça va pas. Bref.
On avait dit la semaine dernière qu'il était au dernier stade de sa carrière. Je me demande à quel point les Clippers l'an prochain, ça drop pas drastiquement en essayant d'aller trader James Harden pour se redévelopper le plus vite possible. C'est ça ma question. Après, clairement, on a fait une analyse catastrophée du cas Pelicans. On n'est pas du tout sur la même catastrophe à venir du côté des Clippers. Le danger est pas du tout le même et je les mets dans il y a danger parce que je suppose des choses qui sont très présentes du côté des Pelicans, mais qui sont que des suppositions du côté des Clippers. Constant, je te vois. Je connais. Oui, moi aussi, jeune Goat. Il est pas d'accord. Non, je suis pas convaincu. Pour deux raisons. Pour moi, la première raison, c'est que le projet, il a déjà évolué en fait avec le départ de Paul George. C'est que le projet, il est déjà fini. Et puis surtout, 2 points. Le premier, ils n'ont pas leur pic de draft, donc en fait, ils peuvent pas passer en ya danger acquisition de talent puisqu'ils n'ont pas leur pic, donc ils peuvent pas tanker. Donc à partir du moment où ils peuvent pas tanker, pour moi, la philosophie des Clippers, c'est on essaye de rester un minimum attractif et d'espérer d'ici 1 ou 2 ans qu'on récupère un nouveau joueur, que ce soit via trade ou via signature de free agency, à remettre au centre du projet. Je pense qu'ils sont un petit peu dans la même optique que les Nets de 2019 et que les Clippers de 2019, c'est-à-dire que on essaye de rester cette équipe sympa avec des role-players en espérant qu'il y ait un joueur mécontent de sa situation qui se dise « Ok, je vais être le centre du projet des Clippers avec la nouvelle salle, avec Los Angeles. » Je pense qu'ils sont pas du tout dans cette optique d'acquisition de talent. Je pense qu'ils essayent de garder un plafond minimum en termes de victoire pour rester suffisamment attractif pour que dans 1 an ou 2, potentiellement, tu puisses faire l'acquisition d'un bon joueur que tu remets au centre du projet. Là où j'irais du côté de Constance, c'est que en plus, les trades, tes 2 joueurs majeurs, voilà, les joueurs qui te coûtent le plus cher, il n'y a pas de marché vraiment. Il y a pas de marché pour Kawhi, il n'y a pas de marché pour James Harden qui est une player option. Donc j'ai beaucoup de mal à voir où est le danger, surtout que ce côté sale, on en a beaucoup parlé dans le podcast, mais pour moi ça joue quand même. J'aurais du mal à avoir une équipe dans l'acquisition alors que là quand même l'Intuit Dome a été ouvert il y a 6 mois. T'as quand même besoin. Tu peux pas plonger la franchise dans une reconstruction 1 an après l'ouverture de la salle. Surtout que t'as une équipe qui inspire des choses. Et ensuite, deuxième chose, t'as peut-être un des meilleurs coachs de la NBA. Je suis pas sûr que Ty Lue soit vraiment chaud pour partir sur une reconstruction. Tu es d'accord. Mais parce que du coup j'ai un problème de sémantique. Est-ce que la catégorie il y a danger, c'est déjà la catégorie de reconstruction? Pour moi, le danger, c'est le danger que ton projet s'arrête. C'est pas que tu sois obligé de redémarrer un projet. Pour moi, le projet des Clippers, il est déjà arrêté par rapport à l'an dernier, par exemple. C'est plus le même projet. Sur tes 3 meilleurs joueurs, il t'en reste quand même 2. Plus Zubac. Oui, mais c'est pas les mêmes objectifs. Ouais, il joue plus le titre. Bah, il joue plus le titre, mais ça joue quand même très bien. Kawhi est pas là. Je sais pas, tu vois, ça joue quand même au moins les poils à gratter, quoi. Ouais, mais ils sont passés de. Enfin, franchement, quand on en parlait en février, on les mettait genre limite dans le au même niveau, oui. au même niveau que Boston. Là, ils sont poil à gratter. Ok. J'entends. Grand démocrate, Greg. À peu près. Constant, du coup, t'as qui d'autre dans cette catégorie? Il y a danger. Alors, moi, j'ai encore 3 équipes. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Bien sûr. Il faut savoir garder le meilleur pour la fin. Les Bucks, il y a danger. Il y a gros danger. Il y a énorme danger. Je suis désolé. C'est pas parce que ça gagne 4 matchs de suite là qu'il n'y a pas danger. On est dans une situation où t'as l'effectif le plus vieux de toute la NBA en termes de moyenne d'âge. Chris Middleton, la santé, c'est très compliqué. Brook Lopez, la santé, c'est très compliqué. Et Giannis Antetokounmpo n'est pas Francesco Totti. Il va pas rester fidèle à sa franchise, peu importe les épreuves traversées. Moi, il y a gros danger du côté de Milwaukee, je pense. Je dis pas que ça va arriver. Mais si la saison venait à nouveau à mal se passer, et Giannis a déjà un peu teasé là-dessus, attention à ce qui peut se passer à l'été prochain. Moi, je dis pas encore une fois que ça va passer, mais il y a danger. Moi, c'est la pure définition de il y a danger. C'est-à-dire que si l'année se passe mal, il y a gros danger sur la situation de Giannis Antetokounmpo. Donc, encore une fois, sur le niveau de réalisation de ce qu'on dit, ils sont à un taux beaucoup plus bas que les Pels. Mais pour moi, il y a un scénario où ça existe. Et les Pels, je serais pas surpris si ça pouvait potentiellement, dans 1 an, se retrouver au stade qu'on a dit, parce que tu te rends compte que, je sais pas, tu t'es fait sortir encore au premier tour par X ou Y équipe,
et que Giannis se dit bon, ça fait 12 ans que je suis côté Milwaukee, ça fait 3 ans que je sors au premier tour, bah peut-être que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ah, ils sont dans il y a danger, c'est totalement du déni de ma part, hein, clairement. Ils y sont, Voilà. ils y sont en constant. Parce que Giannis, c'est un truc qui m'avait beaucoup marré, que j'avais entendu dans le podcast Open Floor de Ben Golliver et Andrew Sharp. Giannis a commencé à parler de ses gosses et c'est rarement bon signe. Quand un mec dit je joue pour mes enfants et tout, c'est qu'en général, l'objectif titre est un peu plus loin dans sa tête. Mais je suis d'accord avec toi, Constant, parce que déjà de base, on aurait fait ce podcast il y a un an, on aurait réécouté je trouve qu'un des épisodes les plus importants qu'on ait jamais fait, c'est le Bucks post-mortem, pas la saison là d'avant, mais la saison avant l'acquisition de Dame Lillard avec Amine qu'on salue, où en gros, on a plus ou moins, on avait tapissé un avenir très très sombre aux Bucks en leur disant en gros, ils ont 2 ans avant que Giannis parte parce que tout s'aligne pour que Giannis parte. Giannis est resté parce qu'il y a eu l'acquisition de Dame Lillard, mais le tic-tac s'est pas arrêté selon moi. Donc, devant l'absence de résultats probants, il y a danger. Ah, moi, si j'ai les Clippers, vous vous doutez bien que j'ai aussi les Bucks dans cette catégorie. C'est un peu on a les Pelicans et les Clippers sur mes 2 extrêmes, et les Bucks sont évidemment au milieu, oui, clairement. Je ne vais pas rajouter sur ce que vous avez dit, d'abord parce qu'on va bientôt arriver aux 5 heures de podcast, mais aussi parce que vous avez déjà tout dit. Ouais. Mais d'ailleurs, en passant, pour moi, une autre équipe que j'avais, c'est très bien, Ben, que tu parles du fait que Giannis dit je joue pour mes gosses. Moi, ça me fait penser à un autre joueur d'une franchise qui dit je suis juste content de jouer au sport que j'aime. Ah, ça s'appelle LeBron James et il joue pour les Los Angeles Lakers. Parce que là, je suis désolé, moi, les Lakers, il y a gros danger aussi. Hein. Déjà, du simple fait que LeBron James, bah, il arrive sur la fin. Du fait que JJ Redick, quand on lui demande en conférence de presse, vous savez, quand il revient LeBron, il fait non, je sais pas. Bon, c'est la pire réponse que j'ai vue. C'est incroyable. Ben ouais, non, je sais pas quand il revient. Donc pour moi, il y a un gros danger du côté des Lakers parce que on arrive dans une situation où t'es Los Angeles, donc ça va, t'es les Lakers, donc ça va. Mais quand tu commences à avoir LeBron James qui dit moi je suis juste content de jouer encore au sport que j'aime, bah moi ça m'inquiète. Très honnêtement, ça m'inquiète. En fait, les Lakers, ils ont vraiment les deux opposés, quoi. Soit ils font complètement all-in en se disant, allez, tant pis là, on t'envoie d'Angelo Russell, on t'envoie les first round qui nous restent pour récupérer X ou Y joueurs. Soit tu arrives dans une situation où tu fais, bah, LeBron James, il arrive sur la fin. Anthony Davis, il a encore une haute valeur marchande. Pour moi, les Lakers, il y a un danger qui est moindre que celui des Pels ou que celui des Bucks. Mais petit à petit, au fur et à mesure que la saison avance, il y a un danger de plus en plus grand, j'ai l'impression. Je suis assez d'accord. Je me demande juste à quel point une franchise comme celle des Lakers sera dans la catégorie acquisition dans un an. C'est ma seule question. Mais est-ce que c'est même leur identité de se mettre dans une phase d'acquisition? Est-ce que c'est même leur identité? Est-ce qu'avec Anthony Davis, t'essaies pas de retool, etc. On connaît les Lakers, ils aiment ce truc d'essayer toujours d'être compétitif, blablabla. Ça me paraît compliqué. Là, ça me paraît compliqué avec la retraite de LeBron James parce qu'évidemment, tu peux pas le trader pour récupérer des assets. Là, maintenant, je pense que c'est définitivement terminé. En tout cas, les rumeurs là autour de Golden State ou même d'autres équipes me paraissent quand même assez loufoques. Donc, on va faire un troisième retour à Cleveland. Hop là. Un troisième retour à Cleveland. Enfin, deuxième retour à Cleveland, mais Isaac Okoro, Caris Levert, hop là, il va falloir rentrer les 3 points quand même. Mais oui, voilà, difficile, les Lakers, là. Très difficile pour eux, quoi. Et ta troisième équipe, Constant, du coup? Alors, ma troisième équipe, la dernière équipe que j'avais, c'était un point d'interrogation sur les Philadelphia 76ers. J'ai un point d'interrogation sur Philly. Pourquoi j'ai un point d'interrogation? Parce que je me demande... Ah non! Moi, j'avais Philly en point d'interrogation et la dernière équipe, je suis bête. C'était Phoenix. J'avais oublié. C'était pas marqué dans mon fichier. Non, j'avais Phoenix. Bah pourquoi? Parce que la seconde apron, déjà, parce que la seconde apron, elle est très méchante avec Phoenix. Et puis surtout, en fait, Matisse bien quoi. Matisse bien est un proprio assez imprévisible. Je me demande en fait ce qu'il va faire si tu as une nouvelle désillusion pour Phoenix cette saison. C'est-à-dire que bon, il a fait all-in avec l'arrivée de Kevin Durant, il a refait all-in avec l'arrivée de Bradley Beal. Et puis bon, ça s'est pas très bien passé avec Franz Vogel, donc vas-y, je te ramène Matt Budenholzer. Et du coup, je me demande en fait, si jamais ça se passe mal, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Parce que potentiellement,
lui, pour le coup, tu peux être dans une situation où, si tu viens encore à trader Kevin Durant, tu auras un énorme marché. Si tu viens à échanger Devin Booker, tu auras un énorme marché. Donc, en fait, je me pose la question de savoir, Phoenix, là aussi, il y a danger en fonction des résultats que tu peux avoir sur la saison qui est en cours. Greg, on est obligé. Phoenix. Je suis un peu entre deux chaises sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a effectivement un gros danger sur le projet actuel, mais surtout, moi, je suis parti du principe en début de saison que ce projet n'irait pas chercher le titre. Du coup, clairement, moi, je les vois pas dans les contenders. Je pense que c'est une équipe qui a des prétentions et des ambitions, mais qui n'a pas du tout les moyens de ces ambitions-là. Ne serait-ce que dans la structuration défensive et du matériel que tu as à disposition de Budenholzer, je pense que l'équipe n'a pas de chance de titre si tout le monde a ses joueurs à l'ouest, même si dans les autres équipes. Maintenant, de là à dire qu'il y a un danger et que Matisse Bia pourrait appuyer sur le bouton rouge, je pense que c'est davantage se fier au côté insaisissable et très pressé de Matisse Bia quant à la prise de décision, mais c'est en partie oublier sa volonté absolue de s'inscrire dans une philosophie de win now. Et je pense que le fait qu'il soit dans le win now pourrait le faire trader Kevin Durant cette intersaison s'il n'y a pas de signature de contrat à la hauteur de ce que veut Matisse Bia pour pouvoir attirer des joueurs et payer plus les role players, disons, et ne pas reposer que sur des contrats vets. Donc il faudrait par exemple que Kevin Durant accepte de prolonger à 30 millions, ou s'il n'arrive pas à trader Bradley Beal contre par exemple un Jimmy Butler ou un joueur sur l'aile qui nous fasse gagner en taille et en défense. Mais je ne vois pas, avec cette ambition et ce désir réel de gagner tout le temps, le comportement d'un propriétaire qui va dire bouton rouge, on a 5 ans. C'est possible, c'est possible. Après, t'as aussi le danger de par la force des choses, parce que j'ai envie de te dire, Phoenix, bon déjà, on considère que c'est une équipe qui peut pas gagner le titre cette saison, mais qui, je pense, pourra encore moins gagner le titre la saison prochaine, parce que t'as des joueurs, entre guillemets, clés, qui seront quasiment sûrs à 100% de ne plus être là. Je pense typiquement à Tyus Jones qui fait un super début de saison et qui ira très loin parce que tu auras une équipe qui lui proposera un montant. Donc, est-ce que, je sais pas, si tu arrives à l'été prochain où potentiellement tu te fais sortir au premier tour, tu vois que Tyus Jones, il est parti prendre 15 millions dans une autre équipe, est-ce que Matt Tijbia peut pas se dire, pas forcément au mois de juin, mais à la mi-août ou en décembre potentiellement 2025, ça marche pas. Et du coup, on va repartir sur un autre. Alors, désolé, on va faire 3 minutes de plus sur les Suns, mais je pense que le danger vient moins de Matisse Bia. Si je devais donner un danger sur les Suns, je pense qu'il vient moins de Matisse Bia que de Devin Booker. Moi, je trouve que depuis la sortie du All-Star Break 2024, donc ça fait 9 mois, Devin Booker n'est plus le même quand il porte le maillot des Suns. Je trouve que je ne retrouve pas le joueur qui a connu son pic pendant les playoffs 2023 où il était implacable et inarrêtable. Et qui... Oh, c'était Dieu. Hein? Oui, voilà, c'est ça. C'était Dieu. Oui, directement. Et où le joueur qui a co-porté avec Chris Paul l'équipe en 2021 en finale. Je retrouve plus du tout ce joueur et je suis très inquiet du body language et je suis très inquiet des réponses laconiques en interview où j'ai l'impression qu'il est complètement ailleurs et qui répond aux journalistes par obligation professionnelle. Ça me fait me poser des vraies inquiétudes et c'est pour ça que je me fais un peu de promo, mais j'ai écrit un article qui titre 60 matchs à Devin Booker pour passer un cap, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Devin Booker, depuis ce All-Star Break 2024, prend énormément de retard sur la génération de joueurs qui est la sienne et qui, elle, avance à toute vitesse. Jason Tatum a pris un titre, il est candidat MVP cette saison. Nikola Jokic, bon, n'en parlons même pas, il est inatteignable. Luka Doncic, SGA, tous ces joueurs-là font à peu près partie de la génération de Devin Booker et ils sont en train de lui mettre une vitesse considérable, tant en tant que sportif individuel qu'en tant que projet collectif. Et moi, j'ai très très peur de me retrouver d'ici, je sais pas, une saison et demie, ou même cet été si les choses s'accélèrent, avec un Devin Booker complètement démissionnaire qui dit, comme Giannis,
Moi, je veux jouer pour gagner et je gagnerai pas ici. Non, moi j'ai rien à rajouter. Ben, je sais pas si c'était un truc de ton côté, mais non. Non, c'était excellent. C'était vraiment excellent sur. Je n'avais pas pris le pouls peut-être du danger d'Evin Booker comme l'a fait Greg qui est aux premières loges. C'est la toute première fois que je le formalise. Hein. Mais et on mettra l'article dans la description. Merci. Il faudra que tu me le rappelles de le faire. Finissons Constant par les Sixers. J'y ai pensé 2 secondes aux Sixers, mais je t'avoue, t'as donné trop de thunes à PG. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire en fait, pareil, breaking news, Jared McCain s'est fait le ménisque. Là, au moment où on en parle, donc vraiment une franchise poissard au niveau des blessures. Poissarde au niveau des blessures. Mais ouais, c'est en fait, c'est le raisonnement que j'ai, c'est que pourtant, il y a des signaux qui sont très inquiétants. Hein. La santé de Joel Embiid, la santé tout court, même des joueurs de la franchise. Mais en fait, t'as donné 4 ans au max à PG, donc t'es obligé par la force des choses de rester dans une situation un peu bizarre. Mais ça peut quand même devenir très très moche à regarder Philadelphie si jamais ça se passe pas très bien au niveau de la santé de Joel Embiid ou de la santé de Paul George. Eh bien, messieurs, on aura fait très 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 long. Mais félicitations. Je vais juste à vous citer tous. les Kings, mais en vrai c'est tout. Je fais que les citer. Pardon, tu m'as entendu, Ben? Je t'ai pas entendu. Non, je disais juste, je cite juste les Kings. Je donne pas d'argument. Je les cite juste. Attention. On en parlera au post-mortem, je pense. Alors que le Heat. Bref. Oui. Moi, je pensais que vous alliez me citer, quelqu'un allait me citer le Heat, parce qu'en fait, moi, il y a un niveau -2 encore qui est, tu vas peut-être être en danger bientôt, et dans ce niveau-là, moi, j'ai le Heat. Ouais, Golden State. Heat, Kings, c'est dans ce. Et est-ce que vous mettez les Clippers là, du coup? Toujours pas? Eh ben, c'est super, à la semaine prochaine. Que dire après ça? Eh bien, à la semaine prochaine. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Merci encore. N'hésitez pas à nous dire, mettre en avant vos désaccords. J'adore le fait qu'il y ait quand même une catégorie Atlanta Hawks. C'est quand même la meilleure catégorie du monde. En tout cas, on vous remercie. C'était très plaisant comme exercice à refaire peut-être tous les ans. Merci Greg. Merci Constant. On vous prépare l'épisode de Noël. Il va peut-être pas sortir la semaine de Noël cette année parce que on est un peu en galère au niveau des dispos pour trouver une dispo collective parce qu'on est nombreux maintenant, n'empêche. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Greg. Merci Constant. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Salut.